bonjour à tous, bienvenue sur Public Sénat, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble en direct pendant 2 heures. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. On va d'abord le faire avec notre invité du jour, c'est Vincent Capo-Canellas. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénateur Union centriste de la Seine-Saint-Denis. Vous réagirez notamment aux mesures du gouvernement concernant l'immigration. Durant ces 2 heures, nous irons bien sûr en salle des conférences. Nous ferons réagir d'autres sénateurs et sénatrices. Ce sera au micro de Fanny Conquis qu'on voit à l'image. Nous irons aussi dans l'hémicycle et cette fois c'est Alice Bardot qui nous fera un point sur le texte débattu au Sénat aujourd'hui. Et puis allons plus loin, c'est aussi le club. 3 intervenants qui ont des choses à vous dire. Avec nous aujourd'hui Samia Dechir. Samia, bonjour. Vous êtes allée en Seine-Saint-Denis justement avec Cécile Sixou ce matin à la rencontre d'éducateurs. Oui, des éducateurs de la protection de l'enfance qui sont en grève aujourd'hui. Alexis Poulain fait aussi partie du club aujourd'hui. Alexis, bonjour et retour avec vous sur un rapport qui pourrait mettre fin aux zones d'éducation prioritaire. Oui, c'est ce que certains disent. Enfin, disons que c'est la suite logique de plusieurs rapports. On verra ça tout à l'heure. À suivre avec vous. Quentin Calmet est également avec nous aujourd'hui. Quentin, bonjour. Retour sur les menaces dont a fait l'objet une sénatrice LR. Oui, c'est Jacqueline Eustache-Brinio. Elle est l'auteure de la proposition de loi sur la neutralité des accompagnateurs de sortie scolaire. Et elle fait l'objet de menaces pour injures et sur Facebook. Et elle porte plainte, on verra ça avec vous dans un instant. Dans une demi-heure, Sénat en clair, nous reviendrons sur les violences conjugales. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une proposition de loi arrive au Sénat demain. Elle vient d'un député LR, Aurélien Pradier. Elle prévoit notamment la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Le texte fait plutôt consensus, mais la question est de savoir si ça semble suffisant aux associations. #ALPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Avant tout cela, retour donc sur les mesures du gouvernement concernant l'immigration. Édouard Philippe les détaillera demain, mais on a déjà quelques pistes. Accès aux soins limité, quota pour l'immigration professionnelle. À droite, certains trouvent déjà que c'est insuffisant. On verra avec vous ce que vous en pensez dans un instant. D'abord le détail avec Jonathan Dupriez. Le gouvernement officialisera demain une vingtaine de mesures sur l'immigration. Un plan censé garantir un équilibre entre ouverture et fermeté sur ce sujet hautement polémique. Mais pas question de parler d'une nouvelle loi contre l'immigration, précisent les cadres d'En Marche. Il s'agit de traiter dignement les immigrés qui veulent venir en France, mais dans le même temps qu'il n'y ait pas des sortes d'issues qui permettent d'être, non pas des profiteurs, mais d'être demain ceux qui auraient, j'allais dire, des bénéfices que ne comprendraient pas les Français. Idée chère à la droite sénatoriale, le gouvernement entend aussi modifier la couverture maladie des demandeurs d'asile. Les sans-papiers bénéficieront toujours de l'AME, mais l'exécutif veut s'attaquer aux abus en instaurant un délai de carence de 3 mois avant d'autoriser aux demandeurs d'asile l'accès à la PUMA, la sécurité sociale de base. La question, elle est moins sur le délai de carence qui est imposé que sur 2 choses. 1, quel est le panier de soins que l'on met dedans ? Et 2, c'est la réinstauration de ce qu'on a appelé, nous, le droit de timbre, qui permettait à chacun, aux personnes en situation irrégulière, ou alors, en l'occurrence, aux demandeurs d'asile, de contribuer financièrement, ne serait-ce qu'une somme modeste. Autre sujet, le gouvernement souhaite instaurer des quotas pour l'immigration professionnelle à partir d'une liste des métiers en tension ouverts aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Cette liste prendra en compte les besoins des territoires. Il faut permettre que ces métiers en tension soient remplis d'abord en priorité par des jeunes ou des moins jeunes qui sont formés pour se faire dans notre pays. Encore une fois, l'immigration ne peut pas être gérée uniquement que par quota. Il faut tenir compte aussi des flux qui existent aujourd'hui. Donc, grande prudence sur cette notion de quota. Outre ces mesures, le gouvernement devrait annoncer des crédits supplémentaires pour réduire les délais d'instruction des dossiers pour les demandeurs d'asile. Allons plus loin donc sur ce sujet avec vous. D'abord Vincent Capo-Canellas, on voit bien que les avis sont très partagés, notamment sur cette question des quotas d'immigration professionnelle. On sent qu'un nouveau cap est franchi, d'ailleurs on emploie le mot quota assez librement alors que c'était tabou jusqu'ici. Quel est votre point de vue à vous ? D'abord sur les sujets migratoires, je pense qu'il faut aborder tout ça avec la sérénité qui est nécessaire, et puis se dire qu'il y avait des sujets qui étaient cachés dans la politique française, qui étaient du non-dit. Le gouvernement fait le choix de mettre tout ça sur la table. Donc je souhaite qu'il y ait un débat serein et qu'on regarde demain les propositions du Premier ministre avec le souci de répondre
à la situation, aux attentes de l'opinion, sans surenchère. Voilà, donc je suis favorable, moi, à l'idée de quotas sur les métiers, tel que ça a été, semble-t-il, exprimé. J'attends de voir les propositions du gouvernement demain, mais je souhaite qu'on ait un débat serein, et ça fait partie des questions que la classe politique doit savoir traiter autrement qu'en partant dans les outrances. Il y a un sujet aussi de répartition, de peuplement. Et on voit bien qu'on a tendance à concentrer les populations en difficulté, et les populations ici, l'immigration, dans les mêmes endroits, ce qui crée un certain nombre de difficultés pour elles, pour s'insérer, pour s'intégrer. Et c'est quand même ça l'objectif. Ça veut dire qu'il faut d'abord, sur des mesures de régulation, avoir une vision qui soit certes humaine, mais ferme aussi, travailler sur le développement aussi dans les pays d'origine. Voilà, il y a une politique équilibrée qu'il faut mener. Je souhaite que ce soit sous ce signe-là que le gouvernement aborde la question. Sur la question d'accès aux soins aussi, que l'exécutif veut limiter, ça fait partie des non-dits que vous évoquiez en début de propos ? Oui, bien sûr. Avec un système dévoyé, comme l'a dit Agnès Buzyn sur Public Sénat la semaine dernière. Il y a un certain nombre d'abus qu'il faut savoir traiter, qu'il faut savoir aussi estimer à leur juste valeur. Il ne s'agit pas non plus de dire que des étrangers n'ont droit à aucun soin, bien évidemment, mais il peut y avoir une réflexion sur le panier de soins. Ça fait partie des choses qu'il faut regarder. Et le gouvernement a regardé, notamment sur l'asile, semble-t-il, un certain nombre de chiffres qui démontrent qu'il y a une augmentation de l'asile. Et on a parlé parfois un peu de tourisme médical. Alors, je ne sais pas si l'expression est très appropriée, mais elle dit vraiment ça a un sens particulier qui est d'indiquer que notre système est parfois un peu trop permissif. Voilà. Et donc il faut trouver cet équilibre-là, plus de fermeté, sans surenchère non plus. Moi j'attends du Premier ministre qui fixe un cap, qui soit un cap de la République. Mais la République doit aussi préserver un certain nombre d'acquis sociaux et pas non plus donner le sentiment que tout est distribué avec trop de facilité. Encore une fois, ce sujet est éruptif et je souhaite que l'ensemble de la classe politique sache l'aborder. Il y a des propositions qui ont été faites aussi pour dire sur d'autres sujets que parfois il fallait qu'on sache se réunir. Je pense que le Sénat sera à la hauteur de ce débat, en tout cas je le souhaite. Eh bien, vous allez réagir à d'autres sujets, ceux choisis par nos chroniqueurs du jour. Vincent Capo-Canellas, c'est l'heure du club d'Allons plus loin. Avec nous dans le club aujourd'hui, Samia Dechir, Alexis Poulain, Quentin Kelmet. Merci à tous les trois d'être ici. Samia, on va commencer avec vous. Vous étiez en Seine-Saint-Denis ce matin où les éducateurs sont en colère. Ils sont en colère, ils sont même en grève. Aujourd'hui, il y a un an déjà, ils avaient tiré la sonnette d'alarme sur l'engorgement des services de protection de l'enfance dans leur département. À l'époque, il y avait 900 enfants en attente d'un suivi par un éducateur. On les avait rencontrés avec ma collègue Cécile Sixou pour un documentaire dont je vous propose de regarder tout de suite un extrait. Il y a par exemple une mineure qui a fait plusieurs TS. Il faut absolument pouvoir la suivre. Je regarde dans ma liste de mesures en attente. Elle arrive à la 135e place. Et je vais la mettre en priorité. Mais quand je la mets en priorité, elle risque de prendre la place d'une autre priorité. En fait, on est toujours dans une histoire de priorité. On entend la détresse des gens qui nous disent « mais ça ne sert à rien, si vous intervenez dans 2 ans, ça ne sert à rien ». Moi, j'ai aussi beaucoup de familles, quand on commence l'intervention, qui nous disent « non, mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. C'était il y a 1 an et demi qu'on avait besoin de vous, mais vous n'étiez pas là ». Donc ça, Samia, c'était il y a 1 an. Est-ce que des choses ont changé depuis ? Oui et non. Oui, parce qu'il y a moins de mesures en attente. On est passé de 900 enfants à 400 qui attendent toujours d'être suivis par un éducateur. Le problème, c'est que les délais de prise en charge, ils sont toujours aussi longs. Ils n'ont pas changé du tout. Il se passe 1 an et demi en moyenne entre le moment où un juge va décider d'une mesure de suivi en milieu ouvert pour un mineur et le moment où un éducateur va effectivement opérer cette prise en charge. On a croisé ce matin sur le parvis du tribunal un homme qui attend toujours que son fils soit pris en charge par un éducateur et vous allez le voir, cette attente a des conséquences. On a eu un problème avec le petit, donc à Médiassine, avec mon fils, qui a piqué une mobilette. Donc on revient vers la juge, qui normalement devrait lui offrir une mesure éducative. Il n'y en a pas, et il repique une deuxième mobilette. On revient vers la première juge, qui très gênée, ne pouvait même pas le juger par la deuxième mobilette, vu qu'il n'y a pas assez d'éléments, parce qu'elle n'a pas assez de biscuits par rapport à l'aide éducative.
Alors, Samia, Édouard Philippe a dévoilé un grand plan pour la Seine-Saint-Denis la semaine dernière. On en parlait même sur ce plateau, avec notamment des nouveaux moyens pour la justice. Il a en effet promis qu'il y allait avoir la création d'une douzaine de postes de magistrats à Bobigny. Le problème, nous ont dit les juges qu'on a croisés ce matin, les juges des enfants, c'est que s'ils sont plus nombreux demain à prononcer plus de mesures de suivi éducatif, mais qu'il n'y a pas plus d'éducateurs pour appliquer ces mesures, ça ne va que rallonger encore davantage les délais d'attente qui sont déjà très longs aujourd'hui. Et alors, quid des mesures annoncées pour attirer les fonctionnaires en Seine-Saint-Denis? Ça aussi, Édouard Philippe l'a annoncé. Est-ce que ça n'est pas une solution pour recruter plus d'éducateurs? Il a en effet promis une prime de 10 000 € pour les fonctionnaires qui exerceront 5 ans d'affilée en Seine-Saint-Denis. Mais pour les grévistes qu'on a rencontrés aujourd'hui, ça n'aidera pas au recrutement d'éducateurs supplémentaires. C'est ce que nous a expliqué Émilie Prat, qui est éducatrice en milieu ouvert à Bobigny. Ça ne concerne que les fonctionnaires. Or, les mesures éducatives judiciaires sont exercées par le milieu associatif et le milieu associatif n'est pas concerné par les mesures d'Édouard Philippe. Malheureusement, le problème du recrutement est une vraie difficulté dans nos services parce que quand on voit le nombre de dossiers qu'on a à prendre en charge, les responsabilités que ça incombe et le salaire, moi ça fait 10 ans que je travaille en AEMO et je gagne 1 550 €. Alors, il y a un an, des élus s'étaient mobilisés pour dénoncer la défaillance de l'État dans leur département. Où en est cette mobilisation? Alors pour l'instant, ils sont encore en train de regarder plus en détail les mesures qui ont été annoncées par Édouard Philippe, mais ils peuvent déjà, pour l'instant, ce qu'ils nous disent déjà, c'est que ça ne leur semble pas à la hauteur. C'est en tout cas l'avis de Clémentine Autain, députée, qui était sur place ce matin. Donc on est content de s'être mobilisé, mais en tout cas on est très très loin du compte et c'est pourquoi on va poursuivre la mobilisation. Et je pense que maintenant un des enjeux, parce que les élus, tous bords confondus, ce qui est quand même exceptionnel, ça n'arrive dans à peu près aucun département, ont décidé de joindre leurs forces pour défendre notre département. Et je pense que maintenant l'enjeu, c'est d'embarquer avec nous le monde associatif, les professionnels, tous ceux qui font vivre la Seine-Saint-Denis et qui constatent comme nous que c'est pas possible, quoi. Vincent Capo-Canella, vous êtes sénateur de ce département de la Seine-Saint-Denis. Vous faites partie des élus de tous bords qui se sont mobilisés pendant un an. Est-ce que, comme Clémentine Autain, vous trouvez que les annonces d'Édouard Philippe qui ont été faites la semaine dernière ne sont pas à la hauteur? D'abord, c'est sans précédent parce que le Premier ministre a reçu les élus, a travaillé, ainsi que le préfet, avec les élus pendant plus d'1 an. Et on a eu encore, la semaine dernière, autour de lui, plus d'1 heure de débat. Il peut rester des points sur lesquels il faudra faire des efforts, et celui-ci en est un incontestablement. Mais ce qui est sans précédent, c'est que le Premier ministre a quand même annoncé des mesures qui étaient dérogatoires et qui prennent en compte la réalité de la Seine-Saint-Denis. L'ensemble des élus en conviennent. Il y a un travail à continuer, bien évidemment. Mais je veux dire quand même que lorsque le gouvernement annonce une telle mobilisation pour un département qui concentre, c'est vrai, beaucoup des difficultés de la France, difficultés sociales, éducatives, culturelles, un problème de sécurité. Voilà. Le tout cumulé, ça crée une vraie difficulté pour l'État à s'adapter. Je crois que le Premier ministre a mis la barre à bon niveau. Ça a été reconnu sur tous les bancs. Et il y avait un travail qui était issu d'un rapport qui venait en l'occurrence de l'Assemblée nationale, qui a fait consensus. Donc nous allons continuer le travail avec le gouvernement et je crois que le Premier ministre a quand même annoncé des choses qui ont du sens, notamment, vous l'avez dit, pour fidéliser des fonctionnaires. Juste un chiffre, un fonctionnaire reste en Seine-Saint-Denis 2,7 années, là où dans l'Essonne, il reste 7 ans. Donc ça veut dire qu'il connaît moins bien le département et qu'ils ont une idée, c'est de partir en arrivant. C'est une des vraies difficultés. Il faut fidéliser. Il a annoncé des efforts pour la justice notamment, pour la police. Tout ceci doit être complété sans doute, mais je veux quand même dire que lorsqu'on nous tend la main, et lorsqu'on apporte des aides, il faut aussi qu'on sache le reconnaître. Très concrètement, quand vous dites on va continuer de travailler avec le gouvernement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une forme de mobilisation des élus de la Seine-Saint-Denis qui va se poursuivre auprès de ce gouvernement, une espèce de travail de lobbying, comme on dirait aujourd'hui. Sous quelle forme et comment? Lors de l'échange qu'on a eu la semaine dernière avec le Premier ministre, la présidente de la région, Valérie Pécresse, a dit qu'elle était prête à réfléchir aussi à de l'innovation dans les politiques publiques pour mieux s'adapter aux réalités du département, pour sortir un peu des carcans qu'on applique un petit peu partout, de ce système de critérisation des aides qui aboutissent finalement à ne pas s'adapter à la situation locale vue par les habitants. Et donc, je crois qu'il y a encore un champ possible. L'action de l'État national partout peut parfois s'adapter. C'est aussi vrai d'ailleurs en zone rurale. C'est ce qu'il faut qu'on arrive à construire toutes et tous ensemble.
voilà, le Premier ministre a dit qu'il y aura un suivi. Nous souhaitons, et les annonces vont dans le bon sens. Il y a à peu près 23 annonces. Voilà, c'est vrai l'éducatif, c'est vrai la justice. Il y a beaucoup de choses à reconstruire ensemble. Voilà, donc moi j'ai envie de dire qu'il faut dire au gouvernement chiche. Mais on vous jugera au réel. Et le Premier ministre, encore une fois, a pris le temps. C'est pas si simple que ça d'avoir des politiques qui sont interministérielles, qui supposent des arbitrages qui sont très différents de ceux qui sont construits d'habitude. Voilà, il y a des aides aussi pour construire des écoles. Alors là, on a été les premiers à dire que c'était insuffisant, mais c'est un début. C'est là que le bas blesse, c'est sur les écoles. Oui, c'est sans doute le volet qui a été le plus discuté. Le ministre a aussi répondu là-dessus, en disant que beaucoup de choses avaient déjà été faites, qu'il fallait amplifier. Mais effort sans précédent, jugeons dans le temps, veillons à la bonne application concrète, et il faut que tout ça soit aussi mesurable, parce qu'on a quand même la conscience que les autres départements nous regardent, et il faut qu'on arrive à prouver que ce qui est investi chez nous a un effet positif. La difficulté de la Seine-Saint-Denis n'est pas compliquée, c'est qu'on concentre la misère à bien des endroits, et ça a été une facilité pendant des années, on le paye aujourd'hui. Donc voilà, il y a des politiques publiques qui doivent être un peu dérogatoires, plus fortes, plus de moyens. Évidemment, il n'y en a jamais assez, et je suis le premier à le dire. Et les autres départements attendent un peu leur plan eux aussi. On en avait discuté sur ce plateau. Alexis Poulain, on va continuer avec vous. Vous êtes penché sur un rapport remis aujourd'hui à Jean-Michel Blanquer. Et d'après ce rapport, il ne serait pas forcément pertinent de garder les zones d'éducation prioritaire. Oui, alors c'est encore une réforme sensible qu'on repousse après les élections municipales, parce que ce rapport, il était dû en juin de cette année, et la réforme aurait dû avoir lieu cette année aussi, donc c'est raté. Et c'est un rapport, en fait, en 25 propositions et 5 thèmes que Ariane Azema, qui est inspectrice générale de l'Éducation nationale, et Pierre Mathieu, qui est directeur de Sciences Po Lille, vont remettre à Jean-Michel Blanquer aujourd'hui. C'est un rapport aussi qui poursuit le travail qui a été amorcé en 2014 sur les réseaux d'éducation prioritaire, les REP, les REP+. C'est des réseaux qui regroupent un collège et des écoles, comme on dit, en situation dégradée. Et c'est aussi la suite de la préconisation de la Cour des comptes en 2018, qui était de donner plus de latitude aux recteurs pour avoir des moyens plus souples à allouer aux différents REP en fonction des spécificités des territoires. Et l'idée, effectivement, est de donner aux recteurs ce pouvoir d'arbitrage entre zones rurales et banlieues, avec une enveloppe budgétaire unique. Et c'est vraiment les zones rurales qui sont mises à l'honneur de ce rapport d'une certaine façon. Parce qu'on oublie souvent, mais il y a un problème d'accès aux études supérieures dans la ruralité, notamment via la mobilité, donc promouvoir les internats, promouvoir aussi le dispositif des cordées de la réussite, par exemple. Il y a une association, néanmoins, l'Observatoire des zones prioritaires, qui regroupe les enseignants des REP, qui accuse le gouvernement tout simplement de vouloir liquider ce système sans avoir évalué le travail des équipes enseignantes sur le terrain depuis des années. Et c'est vrai, moi j'ai eu mes enfants scolarisés en ZEP puis en REP, en Seine-Saint-Denis, et j'ai vu le travail des équipes enseignantes qui sont vraiment mobilisées, qui font un travail de longue haleine. Ça prend beaucoup de temps sur ces petits territoires d'arriver à faire en sorte que les élèves sortent du lot. Alors ça pose question. Et puis il y a une deuxième question aussi. Pourquoi vouloir réformer les ZEP aujourd'hui et en parallèle diminuer de moitié les fonds sociaux qui sont prévus pour les familles pauvres? Vous savez, les fonds sociaux, c'est ce qui permet aux élèves en difficulté financière de s'équiper ou bien de participer aux sorties scolaires. Le budget qui était consacré aux fonds sociaux des établissements était à 59 millions d'euros sous François Hollande. Il a été pérennisé en 2018 et 2019. Et bien pour 2020, on va descendre à 30,6 millions d'euros seulement. Bercy décide d'arbitrer contre les élèves pauvres. Et pourtant, il y a 1,2 million d'enfants pauvres sur le territoire, 10% des élèves. Donc, c'est pas rien. Alors, la justification de cette coupe drastique dans les fonds sociaux, c'est que ces fonds ne sont jamais dépensés en totalité. Mais en réalité, beaucoup de parents ignorent l'existence de ces fonds ou simplement n'osent pas les demander, simplement par la honte sociale d'avoir à se faire aider sur ce thème-là, d'aider son enfant élève. Alors, pour éviter le non-recours, pour dépenser ces fonds sociaux, Jean-Paul Delahaye, qui était ancien directeur général de l'enseignement sous Vincent Payon, a fait un rapport en 2015, et lui, il plaide pour que les rectorats travaillent avec les différents établissements pour que ceux-ci aient un volet social et puissent justement faire de la communication et accompagner les familles dans le décrochage de ces différents fonds. Alors, ce qu'on voit là, entre les ZEP, les fonds sociaux, c'est l'illustration, encore une fois, du fameux « en même temps », où on voit mal la logique, en fait, d'aider les élèves de REP en leur supprimant certains fonds sociaux
Moi, je ne sais pas, monsieur le sénateur, mais j'ai un peu de mal à suivre la logique. Alors, c'est un point de vue. Vincent Capo-Canella, qu'en pensez-vous? Il y a beaucoup de choses dans cette chronique. D'abord, peut-être le fait de s'attaquer à s'attaquer, entre guillemets, en tout cas de modifier des choses concernant les REP et les ZEP. C'est un peu surprenant. C'est un système qui fonctionnait plutôt bien, non? Alors, ce qui est très choquant, c'est le chiffre que vous avez annoncé sur les fonds sociaux, la coupe budgétaire. Là-dessus, on pourrait y revenir. Je pense qu'il faut, dans un deuxième temps, que le Sénat là-dessus amende, et ça n'est pas tolérable. C'est clair que c'est même une honte. Voilà, bon. Maintenant, sur le dispositif des ZEP et des REP, bon, je crois qu'il n'y a pas de tabou à évaluer. Et il faut regarder si le dispositif peut être amélioré, comment on répond à la question. La question, c'est comment aider les élèves qui sont en difficulté, ou éducative, ou sociale, et comment leur permettre de construire leur avenir et d'avoir le même acquis éducatif que les autres. Le dispositif ZEP-REP marche. En même temps, il y a des critiques qui sont faites, notamment le fait que ça labellise, le label a un effet négatif, un effet repoussoir, et qu'il y a des logiques de contournement, et que parfois les familles essayent de mettre les enfants dans d'autres établissements. Du coup, on a un peu une concentration des difficultés, et que certains enseignants essayent d'en sortir assez vite. Ouais. Donc, regarder comment lutter contre cet effet-là, c'est pas un tabou. Et c'est aussi ce qui a permis le dédoublement des CP et des CE1, par exemple, mais dans ces zones-là. Il y a d'autres mesures qui marchent, effectivement. Le dédoublement CP-CE1 est une excellente chose dans ce domaine-là, ZEP et REP, et c'est une mesure qui produit de l'effet visiblement. Ça pose des difficultés pour les collectivités, mais je pense qu'on finit par y arriver. Donc ça, je suis favorable à cette mesure-là qui a été mise en place par le gouvernement, c'est une bonne chose. Sur ZEP-REP, il faut y aller avec une infinie prudence. Ça ne peut se faire que dans la concertation. Je note que le Sénat avait quand même constitué une mission d'information avec mes collègues Laurent Lafont et Jean-Yves Roux. Une partie des propositions sont, semble-t-il, reprises. J'attends avec une infinie prudence quand même de voir le rapport qui est remis, je crois, à 7 heures pour voir les mesures et puis comment le gouvernement les annonce, les environne. Voilà. Pour moi, il ne faut surtout pas démonter un système qui marche. Il y a des effets négatifs. Il faut parfois pouvoir les regarder. Donner plus d'accompagnement aussi aux enseignants en termes de formation, en termes de tutorat. Éviter que des jeunes enseignants arrivent dans des zones comme ça en difficulté, sans avoir forcément tous les acquis, avec toute la connaissance. Là aussi, ce qu'on évoquait tout à l'heure sur le fait de garder plus longtemps les fonctionnaires, les enseignants, c'est une chance. Quelqu'un qui connaît bien le quartier de l'école, qui connaît bien l'environnement éducatif, les partenaires, réussit mieux. Et vous aviez envie de vous exprimer sur ces fonds sociaux dont Alexis Poulain a donné le chiffre, passant de 51 millions à 30,6 millions, si j'ai bien entendu. Oui, je vois qu'il y a une logique très budgétaire et c'est toujours pareil. Bercy nous dit, oui, mais le niveau de consommation et pas forcément le niveau inscrit, donc on peut baisser. Je crois que dans ce domaine-là, c'est un très mauvais symbole. Voilà, et ça ne peut pas être admissible. Voilà. Vous disiez le Sénat voudrait y mettre son veto. On va y veiller. On va continuer avec vous, Quentin Calmet. Vous fermez la marche de ce club. Il y a une semaine, le Sénat a adopté la loi interdisant les signes religieux pour les accompagnants de sortie scolaire. Et depuis, les sénateurs qui ont voté pour la loi disent avoir fait l'objet de menaces. Voilà, Rebecca, tout est parti d'un post sur Facebook, sur une page intitulée HKM, un post publié au lendemain du vote de cette proposition de loi dont on a aussi beaucoup parlé sur l'antenne de Public Sénat, et qui appelle à afficher, je cite, au mur de la honte, les sénateurs ayant voté cette interdiction. On va voir un de ces posts, puisque sur une autre page, on voit la liste complète des sénateurs ayant voté en faveur du texte. L'utilisateur Facebook sous pseudonyme, bien sûr, qui diffuse, je cite, la liste complète avec photos, nom, circonscription et contact des sénateurs nazis, je cite, qui ont voté la loi islamophobe et xénophobe. Des propos qui visent en particulier Jacqueline Eustache-Brinio. Souvenez-vous, c'est la sénatrice qui a signé la proposition de loi adoptée la semaine dernière. Selon elle, ces posts sur Facebook sont inacceptables. On l'a interrogée ce matin. Écoutez-la, on était avec Cécile Sixou pour lui tendre un micro. Pour moi, c'est une atteinte à la démocratie, mais de manière très très grave. Donc j'ai évidemment porté plainte pour menace, parce que c'était vraiment dirigé avec cet objectif de dénoncer, de faire des listes. Ça rappelle un peu des moments de notre histoire qui n'est quand même pas extrêmement glorieuse. Et puis j'ai découvert après avoir déposé cette plainte, que nous étions traités de nazis. Donc ça, c'est juste insupportable. Et j'ai donc fait un complément de plainte pour insulte. Alors, plainte, complément de plainte, et on l'a appris aujourd'hui, Quentin, le Sénat saisit le procureur à son tour. C'est ça, la présidence du Sénat nous expliquait qu'il y aurait une saisine du procureur de la République, au nom du Sénat d'ailleurs, pour ses propos sur Facebook. D'après la présidence, c'est une première d'ailleurs. Cette saisine, on nous l'a confirmé, a eu lieu aujourd'hui. Autre réaction, celle de Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, qui explique que ces messages sur les réseaux sociaux sont incroyables et inacceptables.
qu'on doit préserver, notamment ceux qui votent la loi, qu'ils soient des sénateurs, des sénatrices ou des députés, de menaces extérieures. Parce que là, il ne s'agit pas de faire des pressions amicales, il ne s'agit pas d'échanger un certain nombre de raisons, d'arguments, de façon paisible, de façon civique, dans une conversation démocratique. Il s'agit, là, au contraire, de proférer, de désigner des têtes de Turcs, si j'ose dire, de proférer des menaces à l'encontre de celles et ceux qui ont voté la loi. Et on verra ce que le parquet répond. Quentin, qu'est-ce qu'il faut tirer comme leçon de tout cet épisode? Eh bien, nous, on a pu lire les différents posts et réactions sur Facebook. Ce que l'on note, c'est l'hystérisation des débats sur ces sujets. Sur les réseaux sociaux, il y a ces commentaires qui dénoncent à la fois la haine des musulmans, omniprésente en France en ce moment, selon certains. D'autres parlent d'islamisme rampant en France. Tout ça dans une violence de ton qui crée, il faut le dire, une atmosphère irrespirable. Vous êtes d'accord, Vincent Capo-Canellas? Atmosphère irrespirable, notamment autour de cette question du voile des accompagnatrices scolaires. Et effectivement, c'est parti aussi de la vidéo de Julien Audoul au Conseil régional. Alors, je suis d'abord très choqué des menaces qui ont été proférées et que on puisse attaquer un parlementaire pour ses votes, pour ses positions publiques, c'est toujours quelque chose de choquant. C'est effectivement une attaque contre la démocratie. Et je souhaite que, dans la mesure du possible, le parquet donne une suite, si on peut qualifier ces délits. Je pense aussi qu'on doit pouvoir quand même faire des recherches, parce que lorsqu'il y a des postes de ce type-là, il y a quelques traces informatiques et ça doit pouvoir s'exploiter. Voilà. Donc, ça, c'est le premier sujet. Deuxièmement, il y a un débat qui est compliqué. On l'a vu tout à l'heure quand on parlait d'immigration. Moi, je n'ai pas voté cette PPL, cette proposition de loi, parce que je pensais qu'elle tombait au mauvais moment. Et que celle de Jacqueline Eustache-Brinio concernant la neutralité religieuse des accompagnants scolaires. Je ne l'ai pas voté parce que je trouvais que c'était une réponse qui était inadaptée, qui était un sujet partiel, et que la question devait être regardée avec une autre démarche, beaucoup plus concertée, et pas de cette manière-là. Mais pour autant, j'estime que ceux qui l'ont voté doivent être défendus, et j'appelle plutôt au calme. Je veux dire, il me semble qu'on doit pouvoir parler de ces questions-là dans la société française sur un mode qui soit plus serein. La Haute Assemblée sait le faire. D'ailleurs, le débat, mis à part l'intervention de M. Masson, qui a été assez ridicule, mis à part celle-ci, le débat était plutôt de bon niveau ici. C'était un débat juridique, un débat qui était un débat construit. Voilà, donc j'inviterais plutôt à ce que, effectivement, on regarde si on ne peut pas, au travers d'une commission réunissant des philosophes, des juristes, un certain nombre de personnes qui sont spécialisées sur ces questions-là, d'intégration, de laïcité, pourraient faire des propositions qui réunissent. Oui, parce que pour l'heure, on le voit, chaque camp est vraiment retranché sur sa position. Le dialogue est très difficile sur ces questions de laïcité. Beaucoup campent sur leur position. Comment est-ce qu'on peut à nouveau faire retomber la pression sur ce débat ? D'abord, il y a différents sujets qu'il ne faut pas mêler. Il y a un sujet sur la laïcité, il faut être intransigeant. Il y a un sujet de radicalisation. Il y a un sujet de communautarisme. Sur radicalisation, lutte contre le terrorisme islamique, lutte contre la radicalisation islamique, je pense qu'il faut aller extrêmement loin. Après, la laïcité, ça touche à l'intime. Il n'y a pas qu'une religion qui est concernée. Et la grande majorité des musulmans sont dans une logique d'intégration aussi. Il faut l'avoir en tête, il ne faut pas non plus jeter la pierre à tout le monde là-dessus. Voilà, donc posons les sujets différemment. La laïcité, la lutte contre le communautarisme. Mais vous diriez qu'il y a des fissures maintenant au Sénat sur cette question de la laïcité. Tout le monde ne définit pas la laïcité de la même manière. Oh, il y a eu un débat qui était relativement vif, bien évidemment. Là-dessus, on a vu des positions évoluer. Je veux dire aussi qu'à quelques mois des élections municipales, ce débat est par nature aussi un débat inflammable. Il faut avoir ceci en tête. Mais, encore une fois, les sujets de la société française peuvent être abordés au Parlement. Je souhaite qu'on le fasse aussi en écartant parfois les réseaux sociaux et qu'on arrive à aborder ces questions-là, pas simplement sous l'angle électoral ou sous l'angle du buzz médiatique. C'est vraiment la difficulté. Qu'est-ce que nous voulons ? Que chacun puisse vivre ensemble avec ses convictions, vivre sa foi lorsqu'il choisit de croire, respecte son voisin, et puis que les valeurs de la France, qui sont les valeurs de la République, soit l'histoire de la France, soit aussi respectée et transmise comme telle. Il y a un vivre ensemble, il faut le préserver. Tout le monde doit faire des efforts, tout ne se réglera pas par la loi non plus. Là-dessus, mais je crois que quand le président Chirac avait nommé la commission Stasi, il y avait eu une autorité morale, il y avait une hauteur de vue juridique qui s'était dégagée et en était sorti un texte de loi qui a vécu jusqu'à aujourd'hui.
Voilà, on voit bien que le contexte a changé, il faut se reposer des questions d'ordre législatif et on ne peut pas l'aborder qu'au travers d'une proposition de loi sur un sujet ponctuel et croire que le voile à l'école, en tout cas pour les sorties d'école, c'est le sujet central. Le sujet central est bien plus large que ça. Et vous restez avec nous, Vincent Capo-Canella. On va aller maintenant dans l'hémicycle où se trouve Alice Bardot. Alice, zoom aujourd'hui sur un texte concernant les mobilités. Oui, Rebecca, alors cet après-midi, les sénateurs ont rejeté en bloc le projet de loi sur les mobilités en nouvelle lecture et donc avant même de l'examiner. Alors, qu'est-ce qu'ils reprochent au texte? Eh bien, tout simplement de ne pas donner aux collectivités territoriales les moyens financiers pour organiser les transports sur leur territoire et notamment pour développer les alternatives à la voiture individuelle comme prévu par le texte. Alors, pour les sénateurs, il manque 450 millions d'euros. Pour rappel, il était prévu donc que cette question du financement soit reportée donc, dans le projet de loi de finances pour 2020 et la sentence est tombée. Il n'y aura pas de financement, je cite, dédié et pérenne pour la compétence mobilité des collectivités en 2020. En plus, et c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, elles vont même perdre 45 millions d'euros l'année prochaine. Alors Didier Mandelier, le rapporteur Les Républicains du texte, en a tiré une conclusion toute simple, on l'écoute. Les premiers à être pénalisés seront bien sûr les habitants de ces territoires qui sont condamnés à utiliser leur voiture pour se déplacer et qui ont exprimé sous différentes formes ces derniers mois à quel point il était urgent de répondre à leurs besoins de mobilité. Alors le secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari a tenu à rassurer les sénateurs qui sont d'autant plus inquiets pour les finances des collectivités territoriales en raison de la suppression de la taxe d'habitation. On l'écoute. La prise de compétences mobilité par les intercommunalités, notamment par celles qui disposent de faibles ressources, pose un enjeu de financement. Pour les territoires qui ne lèveront pas de versement mobilité, le gouvernement prendra en compte le besoin de financement nouveau avec le mécanisme de compensation de la taxe d'habitation qui a été supprimée. Je rappelle que celle-ci sera remplacée par une quote-part de la TVA, dont la dynamique est beaucoup plus importante que celle des bases actuelles de la taxe d'habitation. Pour Hervé Maurey, le président centriste de la Commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, ce sont des éléments de langage et cette réponse n'est pas à la hauteur des enjeux. Alors si les débats sur le financement de la compétence mobilité des collectivités ont été stoppés net avec l'adoption de cette motion de rejet, les sénateurs comptent bien poursuivre leur combat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2020. Merci beaucoup Alice Bardot en direct de l'hémicycle du Sénat. Peut-être il nous reste une minute, Vincent Capo-Canella, un commentaire à faire sur ce texte et ce rejet? C'est un grand classique du débat parlementaire. La commission mixte paritaire avait échoué, donc l'Assemblée et le Sénat avaient essayé de s'entendre, ça n'avait pas marché. Quand le texte revient, le Sénat rejette. Pas plus à dire. Le ministre a fait une petite ouverture à l'instant, prenons le mot dans le débat budgétaire. Et on restera là-dessus. Merci infiniment Vincent Capo-Canella d'avoir été notre invité aujourd'hui dans Allons plus loin. Merci à tous les trois d'avoir une nouvelle fois fait partie de ce club. Tout de suite, c'est Sénat en clair. Sénat en clair, consacré cet après-midi aux violences conjugales et aux pistes pour y mettre fin. À l'Assemblée a été votée à la quasi-unanimité une proposition de loi d'un député LR. Cette proposition de loi arrive au Sénat. Demain, on verra dans un instant si elle paraît suffisante pour lutter contre les féminicides et les violences faites aux femmes. En attendant, on va écouter un témoignage. C'est celui de Julie Dénès. Elle vient d'écrire un livre autour de sa relation avec son ex-compagnon, agressif, violent, manipulateur, toxique, a-t-elle même déclaré. Et dans son cas, le bracelet proposé dans la loi n'aurait servi à rien. C'est ce qu'elle nous dit, c'est ce qu'elle a confié à Sandra Cerquera. Reportage. Chaque jour pendant plus de 2 ans, Julie a vécu l'enfer. Prise au piège dans une relation abusive avec un homme qui l'insulte, la frappe et la viole. Ce que j'ai vécu de pire, je pense, pendant ces 2 années, dont on parle très peu quand on parle de violences conjugales, ce sont les violences sexuelles, qui ont commencé dès le premier soir où on a eu le premier rapport sexuel. Sachant que j'avais déjà été violée et que ce premier soir, je lui raconte toute mon histoire, ce qu'ils font tous, parce que c'est là où ils vont trouver les failles. Et quand arrive le moment où on est dans l'intimité, je lui dis que je ne veux pas, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, tout simplement, et lui force la chose. Donc notre premier rapport, c'est un viol. Et pendant toute la relation, à aucun moment, il vient me demander si j'ai envie, si je veux. Elle avait à l'époque 22 ans. Son histoire, elle la raconte dans un livre où elle décrit l'emprise psychologique dans laquelle s'enferment les victimes.
les insultes, le harcèlement, le chantage. On oublie, oui, quand on parle de violence conjugale, toutes ces violences-là qui sont invisibles, mais qui détruisent, je crois, moi, davantage encore. Ce qu'on vous met dans le cerveau, ce que vous ressentez à l'intérieur, ça, pour reconstruire, c'est beaucoup plus compliqué. Et pour le prouver, c'est encore plus compliqué, puisque déjà, quand on a des traces de coups et qu'on va porter plainte, c'est compliqué. Alors pour ce qui n'existe pas matériellement, c'est pire. Elle finira par réussir à s'enfuir. En publiant son récit, Julie espère aider d'autres victimes et libérer la parole. Elle s'attendait à ce que la loi sur les violences conjugales aille beaucoup plus loin, certaine que le bracelet anti-rapprochement n'est pas suffisant. On le voit, le bracelet anti-rapprochement, il est efficace en Espagne contre les féminicides. Donc ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau de telle violence que la femme a peur de mourir. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Combien de plaintes elle a déposées? Est-ce que ça m'aurait aidé? Non, clairement. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'il aurait fallu que je porte plainte et qu'il y ait une procédure. Il aurait fallu que je me rende compte de ce que je vivais. Alors que non. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas-là. Maintenant, il faut des moyens. Maintenant, il faut savoir comment on le met en place, sachant que l'agresseur doit donner son consentement. S'il n'est pas d'accord pour le porter, il ne le portera pas. Aussi. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'il se reconnaisse agresseur aussi. Or, il n'est pas agresseur, ce sont nous les folles. Depuis le début de l'année, 124 féminicides ont eu lieu en France, soit plus que durant toute l'année 2018. Voilà donc pour ce témoignage très fort. Avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Marie Mercier, bienvenue. Vous êtes sénatrice LR de la Saône-et-Loire, rapporteure de la proposition de loi du député Aurélien Pradier visant à agir contre les violences au sein de la famille. Anaïs Leleu, bienvenue à vous également, membre du comité de pilotage de Nous Toutes, qui milite pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Yael Melloul, bienvenue. Vous êtes coordinatrice juridique du pôle d'aide aux victimes de violences au centre Monceau, copilote du groupe de travail Emprise, violence psychologique pour le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Catherine Lemaguerès, bienvenue à vous également. Vous êtes juriste et ancienne présidente de l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Merci à toutes les quatre d'être ici. Et avant de parler précisément de cette proposition de loi qui va être examinée au Sénat demain, je voudrais qu'on rebondisse un peu ou vous faire réagir à ce témoignage qu'on vient d'entendre. Julie Dénès nous parle d'une emprise psychologique, d'un cercle vicieux compliqué à briser, d'une alternance de moments de passion amoureuse, de violence. Anaïs Leleu, que vous inspire ce témoignage? Vous diriez c'est presque un témoignage que vous entendez tous les jours, vous? C'est effectivement ce qu'on entend au quotidien, que ce soit via les réseaux sociaux, parce que des femmes nous interpellent, on le rappelait la dernière fois, effectivement tous les jours. Ce que Madame Dénès décrit, c'est effectivement un mécanisme que l'on retrouve dans chaque cas, un mécanisme d'emprise, d'isolation, d'inversion de la culpabilité. Donc non, ce n'est pas un témoignage surprenant, par contre, c'est visiblement un témoignage qui est aujourd'hui encore nécessaire. Marie Mercier, encore, on voit là une femme qui ose parler, et ce n'est pas le cas de toutes. Non, ce n'est pas le cas de toutes. L'emprise, pour qu'on comprenne bien, c'est un peu comme un aimant. C'est un aimant avec les deux pôles. Alors, nord-nord, on ne se supporte pas, donc, mais c'est souvent nord-sud, sud-nord. C'est une attirance et il faut briser cette emprise, ce lien toxique, ce lien pervers qui se crée entre la victime et l'auteur des faits. Bon, c'est évident que la loi ne réglera pas tout, comme le disait Julie tout de suite dans le documentaire, en particulier le bracelet, mais c'est un pas de... Et puis ça permet d'en parler aussi. Et la réalité, c'est que les violences physiques et psychologiques dont elle parle se terminent parfois en meurtre. Je vous rappelle quelques chiffres. Depuis le 1er janvier 2019, 127 femmes ont été assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint. En France, une femme est tuée toutes les 48 heures. Il y a un collectif qui a signé une tribune il y a quelques jours dans Libération. Elle est intitulée « Féminicide, État coupable, justice complice ». Et elles accusent, et je vais vous faire réagir à cela. La faute est celle de l'État silencieux sur le sujet, qui refuse d'accorder les moyens nécessaires à cette urgence, alors que la France est le deuxième pays comptant le plus de féminicides en Europe. Et elles poursuivent ainsi. La faute est celle des tribunaux et des policiers, du système judiciaire, qui ne croient pas que les femmes, qui ne les protègent pas et qui ne condamnent pas les hommes coupables ou si peu. Catherine Lemaguerès, que vous inspire cette tribune? Ces accusations, sont-elles fondées?
Je crois que Julie Dénès en a parlé aussi en disant les femmes ne sont pas obligées de déposer plainte. Et on se rend compte que beaucoup de femmes ne déposent pas plainte. Et donc, pourquoi ne déposent-elles pas plainte? Parce qu'elles savent que le coût du dévoilement des violences va souvent être supérieur à celui du silence, ce qui est absolument catastrophique, parce que quand on ne dénonce pas une violence, elle ne s'arrête pas, elle continue. Et donc, comment est-ce qu'en tant que société, on encourage les personnes à aller déposer plainte, à faire confiance à la police, à des tribunaux qui, effectivement, aujourd'hui, trop souvent, ne sont pas à la hauteur des attentes qui sont mises par les victimes, qui viennent déposer leur vie, leur sécurité et leur demande de protection. Et ça, ce sont des droits fondamentaux que nous avons tous et toutes en tant que citoyennes, qui font énormément confiance aux institutions pour être protégées et qui ne le sont pas au final. Pourquoi pas à la hauteur, d'après vous? Mal formés, ils ne savent pas comment réagir, ils n'y croient pas, ils ne croient pas à la femme qui vient se plaindre? Absence de déconstruction des stéréotypes que nous véhiculons tous et toutes. C'est-à-dire, voilà, les violences, c'est pas grave, mais c'est votre mari quand même. Oh, il a passé une mauvaise journée au travail, ça va se calmer demain. Enfin, on entend encore beaucoup de choses qui sont anormales, scandaleuses, choquantes, qui sont dénoncées depuis les années 70. Ça fait 50 ans d'expertise féministe que l'on a sur ces questions-là. Et ça fait depuis 50 ans qu'on entend les mêmes discours. Voilà, l'accueil dans les commissariats est scandaleux, voilà ce qu'on dit, voilà ce que l'on entend. C'est plus acceptable. Et je pense que malheureusement, pour redonner confiance en la justice pour toutes ces femmes, il faut des changements beaucoup plus radicaux que ceux qu'on nous annonce. Et qu'on va détailler dans un instant. Yael Melloul, je termine ce tour de table avec vous. Votre réaction à la fois à ce témoignage, à cette tribune? Alors, pour ce qui concerne le témoignage de Julie, il est, hélas, dramatiquement banal, puisque lorsqu'effectivement on a l'habitude de parler, d'aider, de soutenir, d'accompagner les victimes de violences conjugales, elles nous diront toutes la même chose, toutes. Ce qui les détruit le plus, ce sont les violences psychologiques. Ce sont les blessures invisibles et malheureusement, ce sont précisément celles qui sont le moins prises en compte par les tribunaux. Dans le cadre de notre groupe de travail, on a eu accès aux condamnations pénales qui ont été rendues en 2018 et on arrive pour le harcèlement moral à 500, à peine un peu plus de 500 condamnations. Ce qui est... On est au-delà de l'anecdotique, c'est-à-dire ça ne reflète en rien... C'est ridicule par rapport à... Absolument, ça ne reflète en rien la réalité de ce que sont les violences conjugales, d'autant que lorsque on a cette connaissance-là des violences conjugales, on sait parfaitement que dès lors qu'il y a violence physique, il y a forcément et systématiquement violence psychologique. Or, force est de constater qu'elles ne sont pas prises en compte par les tribunaux. Mais dans le même temps, vous faites état de cette tribune, et moi ce genre de tribune... fataliste, alarmiste, négative, où il y a un message anxiogène, je n'aime pas. Voilà, vraiment, je n'aime pas. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les victimes aussi qui nous écoutent. Et qu'est-ce qu'elles vont ressentir en lisant ce genre de tribune, les victimes? Elles vont même plus aller porter plainte. Parce qu'il faut aussi souligner qu'il y a des policiers, il y a des gendarmes, il y a des parquetiers, il y a des juges d'instruction, il y a des tribunaux, il y a des cours d'assises qui font bien leur boulot. Il faut aussi le dire. Nous, dans nos groupes de travail, on est là pour parfaire, pour améliorer. Il y a des demandes, effectivement, qui sont là depuis des décennies. Moi, ça fait depuis 2010 que j'ai les mêmes demandes qu'aujourd'hui. Alors justement, il y a une loi, on va revenir en détail sur cette proposition de loi d'Aurélien Pradié. Elle a été votée, je vous le disais, à la quasi-unanimité à l'Assemblée. Elle arrive demain au Sénat. Voilà ce qu'elle propose. La mise en place du bracelet anti-rapprochement, des ordonnances de protection plus efficaces et un renforcement du téléphone grave danger. Dans quel état d'esprit sont les sénateurs et les sénatrices? Que comptent-ils y ajouter? Je vais vous donner la parole dans un instant, Marie Mercier. Mais on va d'abord écouter Laure Darcos qui est en salle des conférences avec Fanny Conquis. Laure Darcos, qu'est-ce que le Sénat veut apporter à ce texte contre les violences faites aux femmes? Écoutez, je pense des petits réajustements ou peut-être aller encore un peu plus loin par rapport à ce que notre collègue Aurélien Pradié a pu faire. Moi, je voudrais souligner son travail. D'ailleurs, il avait eu, je trouve, l'élégance de nous auditionner, nous, délégation aux droits des femmes du Sénat. J'avais été donc avec ma présidente Annick Billon et Laurence Cohen le rencontrer à l'Assemblée avant le passage en séance. Je pense sincèrement que son texte était important, puisqu'on voyait finalement des dispositifs existaient mais n'étaient pas mis en vigueur. Et cette hémorragie, je pense, et ces drames successifs, c'est terrible de se dire que pratiquement chaque jour, on sait que des nouvelles victimes sont menacées de mort. Tous les 2 jours, oui.
Et donc, on devait arrêter cette hémorragie et pas forcément en attendant les conclusions du Grenelle de Madame Schiappa. Vous dites aller plus loin sur quelle thématique, par exemple? Alors, par exemple, sur ce qu'on appelait le bracelet d'éloignement, bracelet électronique, anti-rapprochement, ce qu'on appelle maintenant le dispositif numérique, électronique anti-rapprochement. Le problème, c'est que les juges aux affaires familiales n'osaient pas l'appliquer. Et parce que c'est quand même une entrave grave à la liberté. Et donc, nous, on va demander, en effet, à ce que ça soit les juges des libertés et de la détention qui puissent, en effet, appliquer cette règle pour qu'elle soit plus efficace et suivie des faits. C'est un sujet très important. Pourquoi ? Parce qu'on est toutes persuadés, notamment de laisser la possibilité du choix à la victime, à la mère, de pouvoir rester, que ce soit elle qui puisse rester au domicile conjugal. Souvent, ce sont elles qui, les premiers temps, pendant des années, se tapissaient, en fait, se cachaient dans des maisons, dans des foyers, avec d'autres femmes battues. Ça n'est pas normal. Après, libre de sa part de rester dans cet endroit où ont lieu ces violences. Mais honnêtement, c'est important pour elle d'avoir ce choix. Et moi, je vais, notamment dans la discussion générale, beaucoup parler du rôle des enfants, qui sont souvent victimes eux-mêmes de violences, mais également, surtout, spectateurs de ces violences conjugales. Et donc, au-delà du fait qu'on soit peut-être plus strict sur la garde par le père violent vis-à-vis de cet enfant, qu'on ait des règles vraiment extrêmement vigoureuses, s'il y a même présomption de violence, et puis un suivi psychologique très important pour ces enfants qui peuvent courir le risque de reproduire ce modèle familial qu'ils auront connu chez eux. Merci Laure Darcos d'avoir répondu à mes questions sur Public Sénat. Merci. Merci Fanny. Marie, merci. Une réaction. Une réaction. Elle parle de petits ajustements, puis finalement, quand on rentre dans le détail, on s'aperçoit que le Sénat compte apporter beaucoup de changements. Oui, en fait, la vérité, c'est comme la vertu, c'est au milieu. Donc nous allons faire, un toilettage technique. Le bracelet anti-rapprochement, effectivement, il est subordonné à l'accord des deux parties, tout simplement parce que c'est une atteinte, entre guillemets, aux libertés. Donc, c'est un agent de la pénitentiaire qui pose le bracelet, on va dire à l'homme, en général c'est l'homme qui est violent, et la femme va être tenue de garder soit sur elle, soit dans son sac, soit dans son appartement, un dispositif. En fait, c'est une sorte de géolocalisation. Donc, les modalités ne sont pas encore connues. Est-ce qu'il y aura une zone tampon à 500 mètres ? Il faut savoir que ça fonctionne d'une façon tout à fait particulière. Il y a un opérateur. Si le monsieur va s'approcher de la zone, l'opérateur va l'appeler en disant « Attention monsieur, vous approchez de madame, il faut reculer ». Il recule, très bien. Il continue d'avancer. Que fait l'opérateur ? Il va appeler la police en disant écoutez, il s'approche dangereusement. Mais c'est ce qui se passe en Espagne, arrêtez-moi si je me trompe, mais le dispositif existe depuis 10 ans en Espagne. On a du recul, on sait que ça marche. Alors, le dispositif existe en Espagne. En Espagne, c'est pas du tout la même façon de procéder. En Espagne, il y a un tribunal de la famille. En Espagne, les victimes, elles sont prises en charge différemment. Il faut comparer des choses comparables par ailleurs. C'est inégal. Et pourquoi on ne s'est pas inspiré du modèle espagnol, alors, tout simplement ? Quand on lit le rapport de M. Pradier, qui fait une centaine de pages, et qu'on lit un peu entre les lignes, on voit, moi j'ai cru comprendre qu'il aurait souhaité la mise en place de ces tribunaux spécialisés, de la même façon qu'il insiste énormément sur la nécessaire formation des magistrats, magistrates, policiers, policières. Donc ça peut arriver, donc on va peut-être aller jusque-là. Alors, ce n'est pas apparu dans sa proposition. Moi, je crois comprendre que, puisqu'il fallait que cette proposition soit suivie par le gouvernement, il a dû enlever certaines mesures auxquelles il pensait. Il a néanmoins déposé un amendement en faveur de la formation des magistrats et des magistrates. Donc moi, je suis assez curieuse de voir ce qui va se jouer là au Sénat dans les prochains jours. Oui, on en a discuté longuement avec Aurélien Pradier. Effectivement, il faudra déboucher un jour sur ce tribunal de la famille avec des magistrats formés et puis qui sachent aussi ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'une femme, avec toutes les définitions, tout l'irrationnel qui est porté là-dedans. Mais c'est vrai qu'idéalement, il faudrait, mais je crois qu'on est vraiment tous d'accord sur ça, il faudrait un pôle familiale où tous les acteurs qui interviennent dans les affaires de violence conjugale travaillent en synergie. Tous les acteurs de la chaîne pénale, les juges d'affaires familiales, les juges des enfants, les assistantes sociales, les psychologues. Ça, ce serait vraiment dans un monde idéal, mais effectivement, ça demande beaucoup de moyens pour le faire. Mais pour faire bien, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Voilà, c'est une évidence. Tout le monde le sait.
évidemment. Ce qui n'est pas, quand j'entends pôle familial, c'est pas pareil que tribunaux spécialisés. Non, mais je suis d'accord avec l'idée de faire travailler en synergie et en coordination, ce qui me paraît une évidence. Après, on l'appelle comme on veut. Non, c'est pas pareil. Parce que tribunaux spécialisés, ça veut dire que les femmes sortent du droit commun. Or, on est la moitié de la population, on n'a pas à sortir du droit commun. Il n'est pas question Par de contre, ça. on a à exiger que tous les magistrats et tous les policiers soient formés. Ça fait partie de leur travail normal. Parce que tribunaux spécialisés, ce qu'on voit en Espagne, c'est seules les affaires de violences faites aux femmes par leurs conjoints et ex-conjoints sont traitées. Les juges, par exemple, en Espagne, ont un maximum de 72 heures pour prendre en charge un dossier et jusqu'à 15 jours pour ouvrir un procès. Ça, c'est concret. Oui, mais c'est là où il faut rentrer dans le détail de la loi espagnole sur est-ce que c'est seulement au pénal, est-ce que c'est lié avec les juges d'affaires familiales. C'est impossible de calquer le modèle espagnol sur la question. C'est quand on a une présentation médiatique de ce qui se passe en Espagne, qui est, il y a des tribunaux spécialisés, mais il faut aller voir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Comment sont organisés ces tribunaux spécialisés? Est-ce qu'il s'agit de créer des pôles familiaux où on regroupe les différents professionnels, juges aux affaires familiales, procureur, service... Ce qui existe quelque part pour le pôle financier aussi, c'est un peu ce qu'ils ont fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas urgence à aller vers ça, peut-être, Marie? Absolument. Il faut tendre vers ça. Donc cette proposition de loi, c'est une première marche, je dirais, un premier palier qui permet de prendre conscience, parce que là, nous en parlons, nous sommes toutes conscientes et on se bagarre pour la même cause, mais hélas, on se sent souvent bien seul. Je veux revenir sur la formation des magistrats, par exemple. Vous êtes à l'université, donc là, l'université forme tous les juristes, avocats, futurs policiers, magistrats. Vous n'avez aucun enseignement sur les droits des femmes. Je ne parle même pas des violences, je parle d'une façon générale. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le programme. C'est pas dans le programme. Alors, parfois, quand vous faites un peu de droit pénal, on vous parle, alors le viol, vite fait, voilà, c'est ça la définition. Mais il n'y a aucune analyse des textes. On n'a pas de connaissance des conventions internationales qui nous régissent. Absolument. Convention CEDEF, la Convention d'Istanbul qu'on a ratifiée en 2014, elle n'est pas enseignée. Absolument. Et à l'ENM, c'est sur la base du volontariat. À l'ENM, moi, j'avais donné des formations pour les magistrats en formation continue. C'était une journée dans l'année. Et sur les violences psychologiques. Voilà, c'était ça la formation. Alors, dans le monde qui est le mien, qui est le monde médical, les jeunes médecins n'ont aucune formation sur les violences faites aux femmes. Et moi, quand j'interroge au programme, mais quand j'interroge un patient, je vais lui demander s'il a de l'hypertension, est-ce que vous avez du cholestérol, est-ce que vous avez fait des maladies. Mais dans l'interrogatoire, il n'est pas encore naturel de dire avez-vous subi des violences. Or, il faudrait que ça devienne tout à fait spontané de notre part, de façon à ce que les patientes se confient et expliquent exactement ce qu'elles ont vécu et la conséquence sur les enfants, bien sûr. Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire plus et mieux pour lutter contre les violences, contre les féminicides. Je vous le disais, la proposition de loi a d'ailleurs été votée à la quasi-unanimité à l'Assemblée nationale. Mais il y a déjà des déçus, et vous avez un peu évoqué le sujet, ça concerne évidemment le financement. Écoutez, Valérie Rabault, présidente du groupe socialiste à l'Assemblée, elle était l'invitée d'Oriane Mancini ce matin. Nous, on a voté la proposition de loi d'Aurélien Pradier, député Les Républicains, contre les violences faites aux femmes, pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Il fallait là-dessus qu'il y ait 5 millions d'euros qui soient débloqués dans le budget de la justice. À votre avis, est-ce qu'ils y sont dedans? La réponse est non. Yael Melloul, évidemment, on ne peut s'empêcher d'être déçu quand on entend ça. Oui, mais moi j'ai envie de dire que tout n'est pas... c'est important, le budget, évidemment. On a besoin d'argent. Oui, c'est même vous qui avez évoqué le sujet tout à l'heure. Absolument. on en a besoin, c'est fondamental. Mais on ne peut pas non plus écouter que des critiques sur la base du budget. Il n'y a pas que ça. Voilà, il n'y a pas que ça. Que ce soit dans cette proposition de loi, que ce soit dans les 60 mesures qui ont été proposées par les 11 groupes de travail. Je veux dire, il y a des mentalités à faire changer. Absolument. Des mentalités à faire changer. Il n'y a pas besoin d'argent pour ça. Il n'y a pas de budget pour ça. Nous, ce qu'on propose, oui, mais c'est pas 500 millions, ni 1 milliard, ni 10, ni je sais pas. Après, on peut raconter n'importe quoi. Et ça rend un petit peu aussi la question sur un sujet aussi sérieux. Ça rend un peu la question politique. Alors, elle a envie de vous répondre quand même. C'est ça qui me gêne. C'est d'injecter du politique dans un sujet aussi sérieux, alors que nous sommes tous là, tous les acteurs qui sont là, pour un même objectif, c'est de protéger les femmes victimes de violences conjugales. Alors, le politique, c'est quand même la gestion de la vie de la cité. Moi, je pense qu'au contraire, que c'est un sujet éminemment politique et que même si on le traite de façon apolitique, ça reste un sujet politique. Ce milliard, il est basé sur quoi? Ce milliard qu'on réclame, 1 milliard par an contre les violences
conjugale spécifiquement, c'est une estimation, je vous le disais la dernière fois, du Conseil économique et social. C'est pas une invention des militantes. C'est-à-dire qu'il y a un rapport qui s'appelle « Où est passé l'argent des violences faites aux femmes ?» qui chiffre très précisément les besoins. Donc nous, effectivement, on réclame 1 milliard. On estime que, Marlène Schiappa nous a dit la dernière fois, il n'y a pas d'argent magique. Ça serait quand même pas le seul sujet qui nécessiterait de ne pas être financé efficacement. Et nous, c'est d'ailleurs pour ça, entre autres, qu'on sera dans les rues le 23 novembre avec nous toutes. On était 60 000 dans les rues de France l'an dernier. On sera cette année, on l'espère, encore plus, parce qu'il est important, effectivement, pour nous, qu'Emmanuel Macron mette ce milliard sur la table. Catherine Lemagresse. C'est aussi une obligation, d'ailleurs, de la Convention d'Istanbul de mettre... Donc c'est aussi une obligation légale. Le milliard. Non, les moyens appropriés. Quand même qu'il y a eu une étude de Psytel qui évaluait à 3,5 milliards le coût des violences conjugales pour la société. Donc même en termes de bonne gestionnaire des deniers publics, on a intérêt à s'occuper très précisément de cette question pour diminuer ces coûts. En logique purement libérale, on aurait intérêt à s'en occuper sérieusement. Et je pense que la question, par exemple, de la formation, pourquoi les universités ne forment pas les juristes ? Parce qu'il n'y a pas de volonté politique, il n'y a pas de conscience qu'il y a cette nécessité. Ça, a priori, ça ne devrait rien coûter, si. Mais de mettre dans les programmes... Mais il faut des professeurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'université... il y a quand même un budget aujourd'hui. Il n'y a pas zéro budget alloué pour lutter contre les violences faites aux femmes. Mais dans ce cas-là, c'est un problème de manque de volonté politique. Il y a un truc vraiment, je ne comprends pas. Il y a certaines personnes, donc, manifestement, qui ont été très promptes à la critique, et ce, avant même de lire toutes les mesures des groupes de travail, avant même d'avoir lecture aussi des rapports des groupes de travail. Par exemple, mon groupe de travail, le groupe de travail que je copilote, le rapport n'a pas encore été rendu public. Alors donc moi, quand j'entends Caroline Dehaas, par exemple, dire qu'il y a des choses intéressantes, parler de mesurettes, pardon, mais moi, je comprends pas. Je ne comprends pas ça. On peut pas à la fois critiquer le fait qu'il n'y ait pas de budget, ce qui est tout à fait audible, et en même temps ne pas dire bon. Ne pas saluer quand il y a des bonnes mesures. Ne pas saluer quand il y a des budgets. C'est dans ce sens où je dis on peut pas rendre politique ce sujet. Marie Mercier. La maltraitance a un coût en termes de santé publique. Un enfant qui assiste à des bagarres conjugales, parce que 80% des femmes qui subissent des violences ont un enfant qui est forcément témoin, même s'il n'a pas de coup, psychologiquement, il est marqué, ça se retrouvera dans son génome. Cette maltraitance, elle va être insidieuse, elle va entraîner des conséquences sur le corps, des conséquences somatiques qui coûteront en termes, si on peut être un peu trivial, qui coûteront cher à la société en termes de mal-être, etc. Donc si on prenait dès le départ, mais avec des moyens qui peuvent être déjà allouer juste une façon de penser différemment, en aidant à la parentalité, en donnant une éducation, nous, les femmes, à nos enfants, les papas, à leurs enfants également, de façon à ce que la femme existe en tant que telle et soit respectée en tant que telle, sans forcément qu'il y ait besoin d'une loi et d'un budget en face. Il nous reste quelques secondes, Anne. Oui, parmi les mesures évoquées par les groupes de travail, d'ailleurs la formation des professeurs, nous on s'en réjouit évidemment. Par contre, je remarque que cette formation obligatoire des professeurs est dans la loi depuis 2014. Et que donc ce qui manque visiblement pour que les professeurs soient formés en France, c'est encore une fois des budgets et une volonté politique. Mais vous savez que les violences psychologiques existent aussi déjà dans la loi depuis 2010. Ça n'empêche pas d'avoir un groupe de travail dessus pour parfaire justement, et parce que manifestement au regard de l'absence quasiment de condamnation, il y a un problème d'application de la loi. Il me reste 10 secondes. Et je pense aussi que pour avancer, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a des défaillances constatées dans les dossiers où les femmes meurent, la responsabilité de l'État soit engagée. Je pense que ça... Et on doit s'arrêter aussi les institutions. C'est le fiasco d'un système, chaque féminicide. À de tous, même de l'État. Et on s'arrêtera sur ces mots. Merci infiniment à toutes les quatre d'avoir fait partie de Sénat en clair. Aujourd'hui, la suite d'ALPL, c'est le match des idées, notre grand débat autour des mesures du gouvernement sur l'immigration. Avant cela, retour sur les moments forts de Bonjour chez vous, sur Public Sénat. Oriane Mancini recevait donc Valérie Rabault, présidente du groupe PS à l'Assemblée. Et elle est aussi revenue sur la manif contre l'islamophobie le 10 novembre prochain. Contrairement à la France Insoumise, elle n'ira pas. Moi, je soutiens un appel qui soit pour la République. Je pense que... Donc pas celui-là. J'ai rien contre son appel, je ne vais pas vous mentir, mais j'aimerais qu'on ait un appel pour la République, qui est universel pour les droits et les devoirs de chacun. Et qu'on arrête de montrer, de stigmatiser un coup les uns, de soutenir un coup les autres. À force d'avoir des démarches qui sont vis-à-vis des uns, vis-à-vis des autres, on fracture le pays. Donc je souhaiterais qu'il puisse y avoir un appel pour la République. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de récupération politique aussi, notamment de la part de Jean-Luc Mélenchon dans cet appel ? J'en sais rien.
J'en sais rien, sur sincèrement. l'ensemble de la séquence, tout le débat public et médiatique qui a eu lieu autour du voile, les questions de laïcité, comment est-ce que vous l'avez perçu? Est-ce que ça fait du bien au pays, à la société, à la République, ou ça participe à la fracture? Mais ça participe à la fracture. Et comment on arrête la machine? chacun y va de sa petite musique. Quand vous avez le ministre de l'Éducation nationale qui remet le débat sur le voile, je veux dire, il fait porter sur des enfants un débat que les adultes n'arrivent pas à régler. Le ministre de l'Éducation nationale, il a quelque chose à sa main qui est très simple. En ce moment, on est en train de débattre du budget à l'Assemblée nationale qui va bientôt arriver au Sénat. Il pouvait mettre 50 millions d'euros de plus sur la table. Il avait qu'à aller les négocier. C'est ça la Non, réponse? laissez-moi. Non. 50 millions d'euros de plus pour dire tous les accompagnateurs des sorties scolaires sont payés par l'Éducation nationale. Et vous évitez tout débat où des parents se font humilier face à leurs enfants, ce qui est, en l'occurrence des mères, ce qui est inacceptable. Donc quand on veut que la République soit universelle partout, on s'en donne les moyens. Et là-dessus, je pense que ça aurait, sur une partie du débat, clos une partie du débat, et en tout cas éviter que ce débat que la société française est incapable de trancher, et la classe politique en priorité, que ce débat soit répercuté sur des enfants de 6-7 ans qui doivent être protégés de tout ça. Comment on fait baisser la pression aujourd'hui? C'est-à-dire comment on sort de ce débat et comment on apaise les choses? Parce qu'il y a un besoin d'apaisement. Est-ce que c'est pas au président de la République de porter une parole forte dans l'espace public, autrement que par une interview à Valeurs Actuelles? C'est évidemment au président de la République de le porter, c'est évidemment au président de la République de dire que nous avons la grande chance de vivre dans une République qui donne des droits à chacun et des devoirs à chacun, et ces droits et ces devoirs sont les mêmes pour tout le monde. Et bienvenue sur Public Sénat. Merci à vous de nous rejoindre. Allons plus loin encore ce soir. Voici le programme. Dans le grand débat, nous reviendrons sur les mesures autour de l'immigration que le gouvernement détaillera demain. On a déjà quelques pistes. Accès aux soins limités, quota d'immigration professionnelle. La droite dénonce une immense illusion, du en même temps macronien inefficace. Les ONG protestent aussi, mais pour d'autres raisons, vous l'imaginez. Le gouvernement va-t-il trop loin? Pas assez loin? Pour quelle efficacité? #LPL si vous avez envie de réagir sur Twitter. Durant cette heure, nous irons aussi en salle des conférences pour recueillir les réactions des sénateurs et sénatrices. Ce sera à votre micro, Fanny Conqui. Oui, nous serons avec Jean-Yves Lecomte, le sénateur socialiste, nous dira ce qu'il pense de l'idée des quotas en matière d'immigration, mais aussi des délais de carence en ce qui concerne la couverture maladie. Merci Fanny, à tout à l'heure. Avant tout cela, le match des idées, confrontation de points de vue ce soir entre Jean-Pierre Mignard et Pierre Jacquemin. On va revenir sur cette marche contre l'islamophobie qui va se tenir dimanche prochain. L'événement a été lancé par le collectif contre l'islamophobie en France et soutenu par pas mal de responsables politiques, dont Jean-Luc Mélenchon. Mais il commence à y avoir un certain malaise autour du message qui ressortira de cette manif. On voit le détail avec Marie Brémaud. Après la polémique autour du port du voile par les accompagnants scolaires, après l'attaque perpétrée contre la mosquée de Bayonne, des voix s'élèvent contre l'islamophobie ambiante. Plus d'une cinquantaine de personnalités, essentiellement de gauche, appellent à manifester le 10 novembre, parmi lesquels le député Alexis Corbière. Dans le pays, il monte malgré tout un discours souvent qui a tendance à considérer que les musulmans seraient responsables de beaucoup de problèmes, que c'est eux qui remettraient en cause la laïcité. Ça s'adresse aux Français de dire rassemblons-nous, faisons preuve de fraternité, les musulmans ne sont pas le problème de la France. Dans une tribune, ils disent stop aux discriminations, au racisme, aux violences à l'encontre des musulmans. Une manifestation dénoncée par l'extrême droite. Tous ces gens sont dans le clientélisme, tous ces gens sont dans le communautarisme. Moi, je vois Jean-Luc Mélenchon se rallier à une manifestation qui est organisée par le CCIF, qui est une organisation islamiste. Mais il n'y a pas qu'au Rassemblement national que la manifestation du 10 novembre dérange. À gauche aussi, certains sont gênés aux entournures. D'ailleurs, ce ne sont pas les partis de gauche qui ont signé l'appel, mais bien des personnalités. L'insoumis Emmanuel Morel prend ses distances. Et parmi les sénateurs socialistes, on se méfie de l'hystérisation du débat, un sujet abordé lors du bureau national du Parti socialiste. Et avec nous pour ce match des idées, Jean-Pierre Mignard, bonsoir, avocat pénaliste, cofondateur du laboratoire d'idées Hyperion, et Pierre Jacquemin, bienvenue, rédacteur en chef de la revue Regard, auteur de Ils ont tué la gauche aux éditions Fayard. Une réaction, Pierre Jacquemin, à cette marche contre l'islamophobie, justifiée, pas justifiée, qui commence à créer un petit malaise, y compris à gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Non, il n'y a pas de malaise. Moi, j'ai signé cette tribune
parce que je crois que le climat que l'on traverse depuis quelques semaines, quelques mois même, parce que les discriminations envers les personnes de confession musulmane sont très prégnantes, que ce soit dans l'emploi, que ce soit même dans l'espace public de manière générale, et que je pense qu'il y a un enjeu national à une mobilisation nationale, de la même manière qu'il y a eu des mobilisations contre l'antisémitisme, qu'il y a eu des mobilisations pour dire non, ou en tout cas pour accompagner les événements et le drame de Charlie. Je pense que là, on est dans un moment où il y a une tension permanente dans notre pays, et il y a une manière de pointer du doigt, surtout les femmes, parce que c'est les femmes qui sont visées principalement. On l'a vu, le débat sur le voile est totalement passéiste, moyenâgeux. Il ne s'agit pas de défendre le voile, il s'agit de défendre la liberté de le porter ou de ne pas le porter. Il n'y a pas de débat à avoir, il n'y a pas de modification de la laïcité à avoir. Et je pense que l'enjeu de ce dimanche, c'est effectivement que le plus large public, le plus large, tous les citoyens qui se sentent engagés contre toutes les formes de racisme. Il n'y a pas de hiérarchie contre les racismes. Je pense que tous les citoyens qui sont engagés contre le racisme doivent être présents à cette manifestation, parce que je pense que ça suffit. Le climat contre les musulmans, notamment, est trop pesant et stigmatisant. Et stigmatisant, bien sûr. Jean-Pierre Mignard. Oui, moi je n'irai pas, pour autant, aucune espèce d'hostilité vis-à-vis ni de l'appel, ni de ceux qui y participent pas. Je crains que tout cela finisse par officialiser les différences dans la société française, les divisions. Une fracture. J'ai un souvenir, c'est un lointain souvenir, où juifs et musulmans, agnostiques, chrétiens, manifestaient ensemble contre le racisme à l'origine du Front National. On a raté en France beaucoup de choses. On a raté notamment l'introduction dans la vie politique française de beaucoup de jeunes cadres, hommes et femmes venant de la marche des beurs, etc. On les a écartés parce que je pense qu'on a eu peur des Arabes. On a eu peur des responsabilités qu'ils pouvaient prendre. Ça, c'est dommage. On en a fait ensuite un mouvement, SOS Racisme a eu son heure de gloire, mais n'a porté que la lutte contre le racisme, alors que la question de l'intégration sociale, des savoirs, de la manière de faire éclater les quartiers, de donner à la liberté de circulation, à la mobilité des nouvelles populations toute la possibilité, là on a raté quelque chose. Et quand on rate quelque chose, il ne faut pas dire « Ah oui, mais on se tourne vers le passé ». On paye quelquefois 20 ans après. Un échec pas comme celui-ci, ça peut se payer 20 ans après, parce que c'est le temps d'une ou deux générations qu'on n'a pas su. Donc les gens vont manifester, je conçois, parce qu'il y a un climat hostile à l'islam. C'est une évidence. Ah non, bien sûr, il y a un climat qui est hostile à l'islam, ça c'est une évidence. Il faut... Et peu importe avec qui on manifeste. Il faut lui céder en rien. Ah ben non, on ne peut pas faire attention avec qui on manifeste quand même. Et bon, là, j'ai vu les gens, il y a beaucoup de gens qui sont des gens parfaitement honorables, à commencer par mon interlocuteur d'en face. Donc, ça, c'est pas la question. C'est que voilà. Mais alors, comment faire maintenant ? Bon, ben, il y aura cette manifestation. C'est aussi ensuite aux organisateurs d'en faire quelque chose, c'est-à-dire d'en faire un moment de force, de dire arrêtons. Et puis aussi de convergence, d'ouverture, parce que le drame, c'est si une partie de la communauté juive dit c'est contre nous, si d'autres disent mais c'est terrible, c'est donc bien le grand remplacement, ils veulent prendre notre place, c'est tout ça qui est en jeu. C'est la société française aujourd'hui, c'est une allumette et un baril de poudre. Et donc gros enjeu sur cette manifestation. Oui, tout de même signe de ce malaise, Emmanuel Morel, que je vais citer, puisque Marie Brémaud l'évoquait dans son sujet, député européen à la France Insoumise, il nous dit « Nous devons rester des républicains conséquents, aussi bien en matière de laïcité que d'égalité entre les hommes et les femmes ». Et Hélène Franco, une ex-cadre de la France Insoumise, qui elle nous dit, elle se dit en désaccord total avec un antiracisme se limitant au prisme religieux. L'antiracisme ne doit jamais dévier de l'universalisme, jamais. Pierre Jacquemin. Je sais qu'il y a un conflit clairement à gauche sur la question de l'islamophobie. Certains dénient même l'idée qu'il y aurait une islamophobie. Certes, peut-être que le terme n'est peut-être pas le meilleur terme. On peut parler de racisme anti-musulman dans ce cas, si ça peut leur faire plaisir. Mais le problème, c'est que ça ne fait pas plaisir à une grande partie de citoyens français qui sont de confession musulmane. Mais c'est pas important de le savoir. Moi, quand j'ai signé, en tout cas, quand on m'a proposé de faire partie de l'appel des 50 premiers signataires, évidemment, on se concerte. Oui. On veut savoir quel est le message qu'on veut envoyer, quel est le cadre et quel est le contenu que l'on va envoyer. Vous avez entendu les enjeux évoqués par Jean-Pierre Mignard. J'ai entendu, dans les signataires, ça va de la CGT de M. Martinez à Jean-Luc Mélenchon, en passant par Yannick Jadot d'Europe Écologie Les Verts, en partant de journalistes. Il y a beaucoup de journalistes qui ont signé. Et là où je pense que
ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est la pluralité justement à laquelle je m'associe, à laquelle je me reconnais, qui appelle à cette marche. Mais encore une fois, c'est un appel beaucoup plus large, c'est un appel citoyen à se mobiliser contre le racisme anti-musulman. Et j'ajoute une chose, oui, il faut que les politiques se saisissent de cette affaire. Il faut à un moment donné qu'il y ait un message fort, et notamment de la gauche, sur cette mobilisation. Mais il ne faut pas oublier que justement, vous avez cité la marche des beurs et la main touche pas mon pote. À l'époque, c'était touche pas mon pote. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que les blancs, en gros, prenaient la défense de ceux qui étaient discriminés. Mais ils ne donnaient pas la parole à ceux qui étaient discriminés. Et je pense que c'est ça qu'il faut changer. Vrai, il faut aussi donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, et à commencer par les femmes qui portent un voile, parce que là, on les a très peu entendues dans le débat. Alors, il y a évidemment, bien sûr, les femmes, ce qui me semble essentiel, et je pense qu'un effort, peut-être a-t-il été fait, parce que tous les noms qu'il cite sont des démocrates, donc la question n'est pas là, mais un effort devait être fait auprès de l'Église catholique et de la Fédération protestante, parce que le monde chrétien a sa place. Or, jusqu'ici, les directions chrétiennes n'ont pas failli. Elles ont tenu bon. Elles n'ont pas mis en cause l'islam, etc. C'était peut-être le moment de trouver des formes d'accompagnement, des formes d'expression. J'ai lu récemment, d'ailleurs, que le porte-parole de l'Église catholique avait mis en garde contre l'islamophobie. D'ailleurs, je pense qu'il citait le mot. Vous voyez, donc, à un moment donné, ce que j'ai envie de dire à cette manifestation, que je ne réprouve pas, que j'ai envie de dire, maintenant, faites la capacité de vous ouvrir. Peut-être d'ailleurs, dans ces moments-là, je vous rejoindrai. Moi, je sais que le débat va s'ouvrir sur. Vous allez manifester à côté de gens qui sont des gens infréquentables. Il y aura des photos dès le lendemain. Mais de la même manière que quand on a manifesté. Non, mais de la même manière que quand on a manifesté le lendemain de Charlie, moi, je ne cautionnais pas ceux qui étaient en tête de cortège, qui sont parfois des bourreaux et qui sont aussi des dictateurs, qui sont des chefs d'État avec qui je n'avais pas envie de défiler. De la même manière, quand on est allé manifester contre l'antisémitisme, Marine Le Pen était présente, d'autres étaient présents. Je pense qu'il n'était pas souhaitable. Là, faut pas se poser la question. Je pense que la question ne se pose pas dans ces termes-là. La question, c'est une mobilisation globale, générale, d'une plus large majorité de citoyens qui disent non au racisme anti-musulman, non au racisme d'une manière générale. Encore une fois, il ne faut pas faire de hiérarchie dans les racismes. Ils sont tous dévastateurs et destructeurs pour notre société. Allez, deuxième thème de ce match, messieurs. La réponse du gouvernement aux violences à Chanteloup-les-Vignes. 3 ministres se sont rendus sur place ce matin. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, Julien Denormandie, ministre de la Ville et du Logement, et Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Mais cet après-midi, Édouard Philippe a été à nouveau interrogé sur les mots qu'il a choisis hier pour qualifier les auteurs des faits. Je vous propose d'écouter sa réponse. Le choix du champ lexical est un choix qui appartient à chacun des individus. Peut-être sur vos bancs, il y a quelques années, on aurait parlé, plutôt que d'une petite bande d'imbéciles, de racailles. Peut-être que sur certains autres bancs, on aurait parlé de sauvageons. Et peut-être, Madame la députée, avez-vous noté que le président du conseil départemental des Yvelines, un homme honorable, il est de votre parti, a parlé de crétin. Chacun utilise le terme lexical qu'il souhaite. L'important, Madame la députée, ça n'est pas ce terme, ce sont les actes et ce sont ce que nous faisons. Il s'en est sorti. Alors, mise au point très ferme, vous l'avez entendu, du Premier ministre cet après-midi dans l'hémicycle de l'Assemblée. Il persiste et signe. Avant de vous demander votre avis, on va demander à Marta Tsidrack ce qu'elle en pense. La sénatrice LR des Yvelines, où se trouve Chanteloup-les-Vignes, est en salle des conférences avec vous, Fanny Conquis. Marta Tsidrack, Édouard Philippe, visiblement, assume ses propos à l'Assemblée nationale. Il déclare qu'il n'y a pas besoin de surenchère lexicale, que ce qui compte surtout, c'est de condamner les actes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'il assume, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. En revanche, les propos ne sont pas du tout à la hauteur des événements que nous avons vécus dans les Yvelines à Chanteloup. Je pense que nous avons un réel décalage entre les propos de notre Premier ministre. Il avait parlé d'irresponsables et d'imbéciles. Oui, alors imbécilité, certainement, mais alors une imbécilité qui se double ensuite de criminalité, parce qu'on est face quand même à des actions très graves qui se sont déroulées à nos portes, dans un quartier résidentiel, et on s'en est pris à nos forces de l'ordre, on s'en est pris à un équipement culturel, on s'est pris en réalité à toutes les actions des élus locaux dans un territoire dans lequel pas un mètre carré ne doit échapper à la République. Et ça, je crois véritablement qu'on est en véritable décalage. Et cette République, nous devons l'affirmer à tout moment. Et en aucun cas, on ne doit se contenter de propos tels que imbécilité et irresponsabilité. On est en deçà de la réalité de ce que nous vivons dans un certain nombre de nos territoires et pas que dans les Yvelines, malheureusement. Alors ce matin, 3 ministres se sont rendus sur place à Chanteloup-les-Vignes. Est-ce que cette visite était utile selon vous ? J'ai envie de dire, la veille, nous avons des propos d'un Premier ministre que moi, je trouve un tout petit peu léger, je viens de le dire. Le lendemain, nous avons 3 ministres pour le prix d'un.
dans nos territoires. Tant mieux, c'est bien. C'est important de soutenir les policiers, les pompiers, les élus. Il faut soutenir les pompiers, les policiers, qui aujourd'hui sont quand même pris à partie quasiment au quotidien dans un certain nombre de nos communes, nos élus locaux, qui se décarcassent, pardon de ce terme-là, mais dans nos territoires véritablement au quotidien. Et je pense que les 3 ministres qui sont venus, alors ça ne nous a pas échappé, ministre des Affaires intérieures, la garde des Sceaux qui était là également, et Julien Denormandie, collectivité territoriale, on voit bien qu'il était nécessaire qu'ils viennent pour marquer leur soutien effectivement aux élus et à tous ceux qui œuvrent dans nos territoires, les pompiers, les forces de l'ordre, la police. Merci Marta Tsidrack d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Fanny. Oui, 3 ministres sur place pour marquer le coup, mais peut-être aussi pour rattraper un peu les mots jugés faibles par certains du Premier ministre. Ben moi, je ne les trouve pas faibles. C'est vrai ? Ouais, je trouve qu'il parle comme il a envie, il parle de son cœur, il dit, bon, très bien, c'est... D'abord, mettons-nous d'accord, ce qui a été commis, c'est des crimes. Si les gens veulent vraiment qu'on soit ferme, en droit, ça s'appelle un crime. Et oui, c'est l'avocat qui parle. Voilà, on est bien un crime. Maintenant, qui a commis les crimes ? Les irresponsables, des imbéciles, etc. On croirait sur ce point l'avocat qui dit qu'il faut minimiser la responsabilité parce que le sens, la perception de la gravité de la chose n'était pas totale. Même si le crime est un crime. Après tout, les juges décideront eux-mêmes ce qu'il en convient. Ce qui m'étonne, c'est que depuis quand même des dizaines d'années, nous avons des phénomènes de cette nature. Moi, je les ai bien connus à Clichy-sous-Bois. J'ai eu un cabinet à Clichy-sous-Bois. J'ai défendu des gosses de Clichy. Je sais ce que c'est. Je sais comment les choses sont parties. Alors, et là, on peut se dire, mais on a fait des choses. Moi aussi, je l'ai dit, ce type de discours, j'aurais dit, mais enfin, il y a des choses qui ont été faites pour vous. Il y a ceux qui disent oui, puis il y a ceux qui disent de toute façon. On a pu faire tout ce que l'on a pu faire pour nous. On ne s'en sortira jamais. Nous sommes là, cloués là, nous n'en sortirons pas. Alors, on peut se battre, on peut dire mais non, c'est pas vrai, etc. Il y a un nihilisme désespéré. Eux disent ça, ils disent qu'on n'en sortira pas, parce que l'effort qui est demandé, c'est trop loin. 35 km, c'est le centre de la capitale, ça veut dire des familles différentes, ça veut dire des bibliothèques garnies, ça veut dire la digitalisation, ça veut dire même le sens de pouvoir se projeter, alors de dire c'est trop compliqué, on n'en sortira pas, on n'est pas voué à ça, on n'est pas voué à la réussite. Donc on est fait pour le crime, la démocratie. Donc, et ben voilà, alors au lieu de dire la République, alors il y a des gens qui parlent de la République comme les dames sortaient de l'église des églises au XIXe siècle pour se rendre à la pâtisserie, c'est pas le problème. La République, il faut qu'elle se manifeste concrètement, il faut qu'elle donne de l'espoir aux gens. Moi j'ai une idée depuis longtemps, je pense que les gens s'en sortiront pas seuls. Même si on fait ce qui a été remarquablement fait, j'écoutais la maire de Chanteloup, je trouve que c'est une femme formidable, mais il faut que les gens s'occupent des gens. En d'autres termes, si une famille, 2 familles ou 3 familles ne sont pas aidées par des familles, elles, qui sont complètement insérées, peut-être d'ailleurs des familles blanches, des familles blanches avec des familles noires. Je connais très bien le proviseur, l'ancien proviseur du lycée de Clichy, qui dit « Je n'invite plus, j'hésite à inviter les gamins avec leur père, qui ne comprennent pas le sens des réprobations qu'il va faire, et des fois, ils giflent les gosses. Donc j'ai besoin, en fait, de quelqu'un qui décode, qui m'aide. Imaginons, il y a des centaines et des centaines de milliers de gens en France qui sont jeunes retraités, qui ont des qualités, des capacités, qui se plaignent parce qu'ils ne voient pas suffisamment leurs petits-enfants, etc. Si une famille voulait bien s'occuper d'une famille, une visite de musée, une vacance, des devoirs aidés. Lorsque le proviseur... La solidarité entre familles, quoi. Oui, solidarité bien, entre Français. Oui, entre familles. Le proviseur dit, j'ai envie de voir votre gosse parce qu'il y a des problèmes qui se posent. Mais je voudrais bien que vous soyez là parce qu'il faut expliquer au père qu'il n'est pas là pour lui donner des claques, c'est pour faire autre chose. C'est pas le rôle des associations, ça n'existe pas déjà. Mais il faut que ce soit massivement encouragé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que la société se donne un coup de main à elle-même. Il faut que la société se donne un coup de main elle-même, mais je suis d'accord qu'il faut défendre et valoriser les idées de partage, les idées de solidarité, mais il faut aussi ne pas masquer une réalité qui est une réalité cruelle pour ces territoires, pour les quartiers populaires de manière générale. Vous le savez, vous l'avez dit, effectivement, ça fait bientôt 15 ans, ça fera 14 ans même dans quelques jours, les révoltes dans les banlieues, notamment qui ont démarré avec la mort d'Oziel Bouna à Clichy-sous-Bois. La question, c'est que s'est-il passé entre 2005 et maintenant ? Eux diront rien. Mais eux, ils diront
diront rien. Non, je pense qu'ils diront pas rien parce que il y a eu des choses. Il y a eu des choses. Évidemment, il y a eu des choses. Il y a eu de la rénovation urbaine, notamment. Mais les gens, ils vous disent, mais il y a eu la rénovation urbaine, c'est bien, mais sur un plan humain, qu'est-ce qu'on nous a apporté? Aujourd'hui, quand vous voyez comme dans des quartiers comme à Chanteloup, il y a 2 fois plus de chômage des jeunes que partout en France, ça pose question. Ces jeunes-là sont pas plus imbéciles que d'autres. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on n'ait pas réussi, qu'ils n'aient pas réussi leur système scolaire, qu'ils n'aient pas réussi leur système d'intégration? Et je pense que vous avez raison sur le côté. Il y a une forme d'autocensure. Nous ne sommes pas capables d'être. Nous ne sommes pas capables de faire comme les autres. Nous ne sommes pas capables parce qu'on ne nous donne pas les moyens de faire et on ne nous traite pas comme les autres. Comment voulez-vous que ces jeunes sachent quelles sont les possibilités d'évolution de carrière pour eux? Moi, je viens de Limoges, dans un quartier populaire, je ne savais même pas que Sciences Po existait. Alors, je n'imagine même pas qu'aujourd'hui, des jeunes de ces quartiers-là puissent imaginer que les classes préparatoires existent. Bien sûr. Quel autre sort que pour eux que d'aller... là, je vais tomber dans des caricatures, mais c'est ça qui est transcrit et qu'on laisse paraître dans les médias, c'est qui donne une très mauvaise image des quartiers, parce qu'on n'en parle que sous cet angle-là. Le trafic de drogue, les violences, évidemment. Mais à quel moment on parle aussi des violences de ces jeunes? Parce que c'est réel pour d'autres citoyens français, comme je pense par exemple aux policiers, aux pompiers, qui eux arrivent dans les quartiers, se font caillasser, agresser. Et inversement, les jeunes se disent aussi, nous sommes victimes de violences policières et on ne nous rend pas justice. Il y a aussi cette réalité-là, et je pense que quand vous interrogez les jeunes de ces quartiers-là, ils vous disent, nous on est arrêtés 2 fois plus que les autres, parce qu'on a une couleur de peau qui est différente de celle des autres. C'est vrai aussi. On est à Amérique, mais au seuil en dessous. Mais si on ne fait pas attention, un jour, on va à Amérique tout court. Il faut faire attention là-dessus. Ça vient vite, ce genre de choses. Donc, il faut faire gaffe. La France a des capacités de résistance à la violence, etc. Et les gens qu'on entend, ils hurlent pas la mort. Ils disent pas qu'il faut, comme je ne sais pas quelle autre personne, tirer à vue sur des gens, etc. Non, on écoute des gens qui sont dignes de la République, qu'ils soient de l'autre ou de l'autre, c'est des républicains. Il faut faire très gaffe à ce qui s'est en train de se passer, parce que comme en plus, on a des crises internationales, on a une crise climatique, on annonce des crises financières, les gens sont entourés par cette tension de crise, et donc il faut à un moment donné un moment de générosité, il faut à un moment donné d'ouverture. On pourrait d'ailleurs, par exemple, dans les instituts, les universités hier, un peu dans la signe des coins avait tenté de le faire, c'était pas idiot, pour faire des unités de valeur. C'est-à-dire quels sont les étudiantes et les étudiants en dernier cycle qui vont, pendant 6 mois, donner un coup de main à des gosses dans les cités. Ce serait énorme comme appui. D'ailleurs, on pourrait le faire à terme pour l'Afrique, etc. Avec la crise afro-climatique, il faut aussi, pardonnez-moi, et je termine, pour régler la question de tous ces gosses de banlieue, il faut redonner à toute la jeunesse française, blanche, brune ou noire, il faut lui redonner le goût de l'aventure. Le marché ne donne pas le goût de l'aventure. Il donne le goût de l'aventure à quelques-uns qui font des start-up nations. On ne va pas être 50, on ne va pas être 2000, 10 000, 100 000 à faire des start-up nations. Il faut redonner le goût de l'aventure. Et il faut même d'ailleurs introduire cette problématique humanitaire très, très habile, très intelligente. Vous voyez ce que les médecins du monde, les médecins sans frontières avaient fait. Il faut la réintroduire même dans les unités de valeur. Ce que vous faites a un prix. C'est un prix social, l'ouverture vers l'autre, et ça mérite d'être récompensé comme qualité même de leader par la suite. Vous voyez ce que je pense? Oui. Moi, ce que je crois aussi, c'est que, c'est pas rien de le dire, mais je pense au contraire que remettre de la culture, remettre de l'éducation, de toujours plus dans ces quartiers-là, c'est une nécessité et voire ça devrait être une priorité. Vous l'avez dit tout à l'heure aussi, le tissu associatif. Ce centre de cirque qui a été brûlé, c'est dramatique. C'est dramatique, mais c'est dramatique. Vous avez raison. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un centre culturel. Ils ne savent même pas que c'est dramatique. Ils ne savent. C'est pour ça qu'imbécile à la limite, ou en tout cas inconscient, c'est pour ça que le Premier ministre n'a pas. Ça masque autre chose, les propos du Premier ministre. Oui, mais enfin, c'était quand même tellement utile. Je pense qu'il y a 3 choses quand même. Quand on écoute les élus locaux et notamment ceux qui ont le courage, l'envie en tout cas de défendre aussi leur territoire, les quartiers populaires, où il se passe des choses quand même très belles aussi dans ces quartiers, évidemment, il faut le dire. Les maires vous disent quand même beaucoup, que ce soit de droite comme de gauche, qu'à un moment donné, la question du trafic, il va falloir la régler. Et si elle doit être réglée, elle peut aussi passer par une dépénalisation ou une légalisation, en tout cas, du cannabis. C'est un des premiers sujets auxquels ce gouvernement devrait, à mon avis, réfléchir, ou en tout cas lancer une concertation, parce que les élus locaux y tiennent, et encore une fois, c'est transpartisan. Et puis, il y a une deuxième chose. Dans les quartiers, on pense que ces jeunes, ils trafiquent, ils font des conneries, ils brûlent des voitures, etc. Mais c'est dans ces quartiers où il se crée le plus d'entreprises. 2 fois plus d'entreprises sont créées dans ces quartiers que partout sur le territoire français. Mais sauf que c'est aussi les entreprises qui se cassent la gueule le plus vite. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand on dit que l'argent c'est le nerf de la guerre, il faut aussi que les associations, que l'État accompagne ces jeunes pour que ces entreprises deviennent pérennes. Je ne suis pas pour une société d'entrepreneurs absolument. Mais quand ces jeunes ont envie de s'en sortir par eux-mêmes et qu'ils le font, aidons-les, accompagnons-les, les laissons pas tout seuls, quoi. Moi, j'avais embauché 3 mômes quand j'étais dans mon cabinet. Oui, d'accord. Il y en a un qui est devenu agent de sécurité top à Roissy. Comme quoi tout arrive. Il y a le deuxième, il fait de la production cinématographique, et le troisième est avocat. C'est mes 3 salariés. Honnêtement, dans mon cabinet, j'ai perdu beaucoup plus d'argent que j'en ai gagné.
Mais j'en ai gagné aussi par ce moyen-là. Mais c'est pour ça qu'il y a quand même un grand champ d'aventure. Il faut retrouver le sens de l'aventure. Allez, troisième thème de ce match, les inégalités salariales. Pourquoi? Eh bien parce que depuis 16h47, messieurs, figurez-vous que toutes les Françaises ont commencé à travailler bénévolement. En cause, les inégalités salariales dans le monde du travail. Symboliquement, regardez, ces femmes à l'Assemblée, ces députés socialistes qui ont quitté l'hémicycle à 16h47, précisément en pleine question au gouvernement. Il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce sujet? Il me semble que selon le Code du travail, Jean-Pierre Mignard, tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Je le fais. Deuxièmement, j'incite les femmes à relire Aristophane, Lysistrata, la grande grève des femmes. Les femmes, donc à toutes les femmes du monde, donc à se mettre en grève. Et, voilà. Et là, je vous assure qu'on va changer le marché. Et on va changer bien des choses. Lysistrata, Aristophane, voilà une bonne lecture. Donc c'est un problème de droit non appliqué, mais le droit existe. Le droit existe et surtout, je pense que c'est aussi une question de volonté politique. Je crois dans la politique et je crois que la politique peut changer la donne. Mais encore faut-il que les hommes, les femmes politiques, ceux qui gouvernent, décident vraiment que ça peut changer la donne. Vous prenez l'exemple de l'Islande. L'Islande a décidé, elle, de rendre illégale toute inégalité professionnelle. C'est-à-dire chaque employeur qui ne ferait pas de l'égalité professionnelle, il est sanctionné. C'est pas le même prix, c'est rendre illégal des situations d'inégalité. Donc du coup, quand il y a une volonté, on peut. Et puis c'est sans parler, évidemment, il y a l'inégalité salariale, mais il y a l'inégalité aussi de la position des femmes, d'une manière générale, dans l'entreprise, mais d'une manière générale dans la société. Elles sont quand même moins présentes dans les postes de pouvoir dans l'entreprise, mais comme dans les médias ou même dans la fiction. Vous voyez, le statut des femmes, il a aussi à voir avec l'image que l'on renvoie des femmes dans les fictions, dans les images, dans les livres aussi, dans les publicités, exactement. Donc tout ça a vocation à évoluer et on a, à mon avis, il y a encore du chemin à parcourir. Beaucoup de chemin. C'est-à-dire, Jean-Pierre Mignard? Non, beaucoup de chemin. Le droit islandais pourrait nous inspirer. Le droit islandais pourrait nous inspirer. Oui, le droit islandais. Si ça devient illégal de moins bien payer les femmes que les hommes, c'est une manière différente. C'est une approche. Au-delà de la légalité, il faut que les femmes disent, elles le manifestent et le montrent en disant, je suis désolé, nous sommes là, et ben nous allons te faire comme là, on s'arrête de travailler et vous allez voir ce que vous allez faire sur nous. Qu'est-ce qui se joue derrière? C'est que les hommes qui avaient le pouvoir, qu'est-ce qui habite les humains? C'est la peur. C'est la peur, à la fin, la peur de mourir seul, et la fin de mourir seul. Donc j'accumule. Et plus j'accumule, puisque je vais pouvoir négocier par l'argent la peur de me retrouver seul. Le seul moyen de vaincre la peur, c'est de dire je partage, et je ne mourrai pas seul, et je serai accompagné, parce que ceux avec qui j'ai partagé seront avec moi. Voilà, ça c'est dans la tête tout ça. Oui, c'est dans la tête et en même temps, je pense aussi qu'il y a une évolution, une révolution globale à faire. On le voit encore aujourd'hui, il y a quand même des femmes journalistes qui sont capables de dire dans une émission de télévision qu'aujourd'hui, une femme qui gagne un SMIC, c'est parce qu'elle est responsable de gagner son SMIC et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elle ne devrait pas divorcer de son mari pour pouvoir bien vivre dans sa vie. Donc, il y a quand même une évolution encore, une révolution. Ce qui veut dire que les hommes ne croient pas que lorsque les femmes gagnent plus, ils leur volent quelque chose. Il faut qu'ils se disent, elles vont gagner plus, elles sont très solides et je serai moins seul quand je serai en difficulté. Mais il faut aussi avoir... Vous avez raison, mais il y a encore une fois les inégalités salariales, mais il y a aussi la question des inégalités de statut. C'est quand même les femmes qui subissent le plus de temps partiel aujourd'hui. C'est les femmes aujourd'hui retraitées qui ont à peine de quoi avoir le moyen de survivre. Mais comme dit Madame de Staël, coupons le cordon. Et quand on a coupé le cordon, on sait que la Révolution, ce n'était rien d'autre qu'une histoire de couper le cordon. Il faut lire Germaine de Staël, qui est une femme. Et un congé maternité qui pénalise aussi certaines carrières, d'où cette idée d'un congé paternité obligatoire. Qui n'est pas suffisant, mais qui est sans doute pas suffisant. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas les 14 jours, je crois, qui sont donnés à un nouveau père qui vont permettre de rompre l'inégalité entre la femme et l'homme. Donc je pense que les mesures, en tout cas, qui devraient être prises, on parle là encore une fois des inégalités salariales, mais on pourrait parler aussi des violences. Bien sûr. Dans le débat l'intervention hier d'Adèle Haenel dans l'interview de Mediapart est extraordinaire en ce sens. Je pense qu'on n'a pas pris la mesure, de la révolution MeToo. Et la révolution MeToo doit impacter tout le reste. La violence, elle est dans l'effet physique, parce que des femmes prennent des coups, mais elle est aussi symbolique. Et symbolique dans le sens où elles sont sous-estimées, sous-employées, pas au poste de responsabilité quand elles pourraient y accéder. Et évidemment, les inégalités salariales sont qu'un des reflets justement de toutes ces inégalités. Et à mon avis, une grande loi devrait, parce qu'il n'y a que la loi quand même qui peut faire changer la donne, mais aussi une volonté politique de mettre vraiment des sanctions derrière. Comme disait le doyen Carbonnier, ce sont les mœurs qui guident la loi. Les mœurs avant la loi, parce que la loi, elle suit... Non, le salut, c'est le partage, quoi.
Et bon, on va s'arrêter là. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées. ALPL continue avec le grand débat. Cette fois, on va revenir ce soir sur les mesures qu'annoncera très officiellement Édouard Philippe demain autour de l'immigration. On en connaît déjà quelques-unes. Accès restreint aux soins, mise en place de quotas sur des métiers en manque de main-d'œuvre. Pas suffisant, répond la droite. Déjà trop, nous disent les ONG. On va prendre le temps de vous éclairer ce soir sur ce sujet. D'abord, les explications de Jonathan Dupriez. Le gouvernement officialisera demain une vingtaine de mesures sur l'immigration. Un plan censé garantir un équilibre entre ouverture et fermeté sur ce sujet hautement polémique. Mais pas question de parler d'une nouvelle loi contre l'immigration, précisent les cadres d'En Marche. Il s'agit de traiter dignement les immigrés qui veulent venir en France, mais dans le même temps qu'il n'y ait pas des sortes d'issues qui permettent d'être, non pas des profiteurs, mais d'être demain ceux qui auraient, j'allais dire, des bénéfices que ne comprendraient pas les Français. Idée chère à la droite sénatoriale, le gouvernement entend aussi modifier la couverture maladie des demandeurs d'asile. Les sans-papiers bénéficieront toujours de l'AME, mais l'exécutif veut s'attaquer aux abus en instaurant un délai de carence de 3 mois avant d'autoriser aux demandeurs d'asile l'accès à la PUMA, la sécurité sociale de base. La question, elle est moins sur le délai de carence qui est imposé que sur deux choses. Un, quel est le panier de soins que l'on met dedans? Et deux, c'est la réinstauration de ce qu'on a appelé, nous, le droit de timbre, qui permettait à chacun, aux personnes en situation irrégulière, ou alors, en l'occurrence, aux demandeurs d'asile, de contribuer financièrement, ne serait-ce qu'une somme modeste. Autre sujet, le gouvernement souhaite instaurer des quotas pour l'immigration professionnelle à partir d'une liste des métiers en tension ouverts aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne. Cette liste prendra en compte les besoins des territoires. Il faut permettre que ces métiers en tension soient remplis d'abord en priorité par des jeunes ou des moins jeunes qui sont formés pour se faire dans notre pays. Encore une fois, l'immigration ne peut pas être gérée uniquement que par quota. Il faut tenir compte aussi des flux qui existent aujourd'hui. Donc, grande prudence sur cette notion de quota. Outre ces mesures, le gouvernement devrait annoncer des crédits supplémentaires pour réduire les délais d'instruction des dossiers pour les demandeurs d'asile. Qu'il faut supprimer. Avec nous pour le grand débat d'ALPL, Jérôme Bacher, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sénateur LR de l'Oise. Marie Guévenoux, bienvenue. Député La République En Marche de l'Essonne, membre de la Commission des lois. Pierre Henry, bienvenue à vous également, directeur général de France Terre d'Asile. Et Hervé Lebras, bonjour et bienvenue, démographe, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste des questions de migration. Merci à tous les quatre. Je voudrais d'abord qu'on s'arrête sur l'une des mesures phares confirmées ce matin par Muriel Pénicaud, c'est l'instauration de quotas d'immigration professionnelle. Jérôme Bacher, c'est ce que la droite a toujours demandé. Ça veut dire que vous êtes satisfait? Ça existait du temps de Nicolas Sarkozy. À l'époque, c'était une circulaire qu'on donnait au préfet dans laquelle il y avait les métiers en tension. C'est exactement la même chose. Ça a été supprimé après par François Hollande. Enfin, tout cela est quand même pas très nouveau. D'accord, mais c'est une bonne chose ou pas? Oui, c'est une bonne chose, mais ça ne fait pas une politique migratoire, tout cela. Et donc, le sujet, c'est de faire une vraie politique migratoire. Quand on parle d'immigration économique, on est autour de 30-35 000 personnes. C'est à peu près les mêmes chiffres depuis des années. Et je ne crois pas que ce soit le vrai sujet du problème de l'immigration en France. D'accord, mais c'est le sujet dont on va quand même parler un petit peu. C'est le sujet des quotas, si vous voulez. C'est pas neuf, c'est mis en place, c'est très bien. On se demande bien pourquoi ça avait disparu. Hervé Lebras, est-ce qu'il n'y a quand même pas un tabou qui a été levé autour de ce mot quota qu'on n'osait pas employer, qui est définitivement employé cette fois ? C'est pas simplement un tabou, c'est un habillage, c'est pas vraiment une politique de quotas. D'autre part, en termes de quotas, du temps de Sarkozy, il y avait une commission qui s'appelait la commission Mazot, il se trouve que j'en ai fait partie, qui était chargée d'examiner la question des quotas. C'était une commission qui était assez largement de droite, on peut le dire, mais Mazot... Pour réévaluer les chiffres, les objectifs. Pour juger, est-ce que c'était souhaitable d'avoir des quotas? Il y avait deux questions, il y avait aussi la question des tribunaux administratifs. Et on a fait beaucoup d'auditions, c'était un gros travail, et on a conclu, notamment avec des exemples canadiens et suisses, que les quotas par métier et par région, c'est impossible. Ça ne marche pas. Au Canada, ça ne marche pas parce que les personnes... il y a deux choses. Les personnes arrivent
en termes pour un métier et pour une région, mais au Canada, on les retrouvait dans une autre région, dans un autre métier. C'est-à-dire, vous n'allez pas enchaîner les gens à une entreprise donnée. Et puis d'autre part, le problème plus grave, c'est que vous avez beau mettre tous les quotas que vous voulez pour des métiers de pointe, les personnes ne viendront que si elles ont intérêt à venir. Et il y a des experts très malheureux là-dedans. L'Allemagne avait offert 14 000 places à des informaticiens avec des traitements tout à fait avantageux. Presque aucun n'est venu. Alors, il faut bien voir que c'est un public très particulier. Du coup, ça vous fait réfléchir, Marie Guévenoud, d'entendre cela ? Non, parce que je pense qu'il y a en fait une méprise sur ce que l'on souhaite faire. Et c'est sans doute lié à la sémantique des quotas. C'est-à-dire en fait. Il fallait appeler ça autrement. Alors, ça n'a pas été appelé puisque c'est présenté demain. Non, ça a été confirmé ce matin par Muriel Pénicaud. Objectif chiffré, réévalué chaque année, avec d'ailleurs une évaluation du Parlement. Objectif chiffré, réévalué. Réévalué chaque année, notamment par le Parlement. Juste pour être sérieuse et répondre concrètement à la question, le rapport Mazot, on l'a lu et on avait vu qu'effectivement, ce n'était pas pertinent sur un certain nombre d'axes sur lesquels je ne reviens pas. Là, ce dont il s'agit, c'est d'examiner avec les partenaires sociaux, avec les régions, les métiers qui sont en tension, réévaluer cette liste, réactualiser cette liste qui n'a pas été mise à jour depuis 2011. Pas les plafonner d'ailleurs, mais juste être en capacité d'identifier les besoins de main-d'œuvre d'entreprise. D'accord, c'est exactement effectivement ce que dit quand même Emmanuel Macron qui a justifié cette idée la semaine dernière dans cette fameuse interview à Valeurs Actuelles. Je vous cite en quelques mots et Pierre-Henri, je vous donne la parole. Nous sommes face à une grande hypocrisie. Les secteurs de la restauration et du BTP ne fonctionnent pas sans l'immigration, dit le président. Prétendre l'inverse est faux. Je préfère avoir de la migration légale enregistrée sous quota pendant X années, plutôt que du travail détaché dissimulé. Et au passage, il emploie le mot quota. Je crois que c'est sur le terme quota. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... non, mais il n'y a pas de tabou, le quota. Mais je m'en fous du quota. C'est du quota sans être du quota, tout en étant du quota. C'est clair. Non, mais oui, c'est assez simple. Attendez, on laisse finir Marie Guévenoud et je vous donne la parole. C'est assez simple. Il y a des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Il y a des Français qui ne souhaitent pas travailler sur le secteur en question, carrossiers, couvreurs, etc. Et nous, on souhaite simplement permettre de faciliter l'accès au séjour d'étrangers munis d'un contrat de travail dans le cadre de ces filières tendues. Il y a une logique, Pierre-Henri. Écoutez, formidable. Alors, Pierre-Henri qui n'a pas encore pris la parole. Oui, alors formidable, mais d'abord, je voudrais faire remarquer que quand on jette le terme quota au milieu d'une politique publique migratoire, on est assuré d'un certain nombre de polémiques. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, lorsque le mot quota a été employé par la droite, et ça faisait partie des propositions en 2017 du candidat Fillon, il s'agissait de diminuer l'immigration économique, la diviser même par deux. Là, on nous dit, en fait, on va traiter des métiers sous tension et on va même pas mettre de limite. Écoutez, dans un pays qui traverse une grave crise sociale, il m'étonnerait fort qu'au terme du débat, on arrive à ouvrir massivement ces métiers sous tension, alors même que nous avons 2,5 millions de chômeurs dans notre pays. Et qu'en réalité, un certain nombre de métiers ne trouvent pas preneurs parce que tout simplement, ils ne sont pas suffisamment et correctement rémunérés. Et puis en plus, c'est des métiers extrêmement durs. Donc, très sincèrement, je m'interroge sur le sens que cela a de mettre le mot quota aujourd'hui. C'est l'assurance de poursuivre les polémiques insensées qu'il y a autour de la question migratoire. Alors que moi, je pense qu'il faut faire travailler ensemble chefs d'entreprise, associations, collectivités locales, territoriales, État, pour aboutir à des politiques de consensus sur ces sujets. Notre société est déjà très divisée. Elle n'a pas besoin en plus de ces éléments culturels qui divisent. Alors, je vais vous laisser poursuivre dans un instant. Je voudrais qu'on aille en salle des conférences tout de suite rejoindre Fanny Conquis, puisque Fanny, vous êtes aux côtés de Jean-Yves Lecomte, sénateur socialiste représentant les Français établis hors de France. Comment lui réagit-il à ces mesures? Parce qu'il y en a d'autres et on va y venir. Jean-Yves Lecomte, début octobre, le Premier ministre avait déclaré que la notion de quota en matière d'immigration n'était pas un mot tabou. Visiblement, il compte appliquer ce principe. Qu'en pensez-vous? C'est pas du tout adéquat à la situation de la France.
Il l'a dit devant le Parlement, les quotas ne peuvent s'appliquer si on continue, en respectant les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit à vivre en famille, que ce soit pour les Français et les étrangers qui vivent en France, on ne peut l'appliquer qu'à l'immigration économique. Or, l'immigration économique en France, elle est très faible. Moins de 25 000 premiers titres de séjour au titre de l'immigration économique en 2017. C'est très faible. Un pays comme la Pologne en donne plus de 500 000 par an, 20 fois plus que la France. Alors évidemment, quand vous avez une grande immigration économique, vous pouvez décider d'en faire un peu moins. Mais nous, c'est largement en dessous des besoins de l'économie. Les 25 000. Donc j'ai du mal à comprendre. Donc conditionner l'immigration aux besoins des filières professionnelles n'est pas applicable selon déjà, vous. les besoins des filières professionnelles, c'est une vision assez étatique et centralisée de ce que c'est l'économie aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que tous les besoins de toutes les entreprises, de toutes les start-up, comme on dirait maintenant, sont toutes connues du ministère de l'économie. C'est au contraire des initiatives individuelles. Chaque entreprise sait ce dont elle a besoin et ce n'est pas, le ministère du Travail qui est capable de dire ce dont on a besoin. C'est une aberration de penser ça. Alors, autre piste, instaurer pour les demandeurs d'asile un délai de carence de 3 mois pour accéder à la protection universelle maladie. Qu'en pensez-vous? Alors là, a priori, ça peut sembler logique. Quand on pense simplement à, par exemple, ce que vivent les Français qui vivent hors de France et qui rentrent en France. Toutefois, il y a une difficulté. C'est que cette législation, ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut la faire évoluer. Parce qu'un demandeur d'asile, un réel demandeur d'asile qui a besoin d'une protection, qui a souffert dans son pays, comment peut-on lui demander d'attendre 3 mois avant d'être soigné? Comment peut-on dire à quelqu'un qui a vécu des traumatismes, c'est dans 3 mois qu'on regardera si vous avez un problème et faire en sorte de... Comment peut-on demander à quelqu'un qui est malade, qui a subi des traumatismes, de finalement commencer sa démarche d'inscription de sa demande d'asile et même de rencontrer l'officier de protection de l'OFPRA si il n'est pas soigné? C'est finalement rendre les conditions pour déposer cette demande d'asile qui soient les plus dures possibles, de manière à ce que les gens ne soient pas en condition de défendre leurs droits. Merci Jean-Yves Lecomte d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fanny. Jérôme Bascher, je vous voyais réagir à ce que disait le sénateur. Non, il y a un vrai sujet qui est d'abord quand vous avez des vrais, et c'est ça le cœur du sujet aujourd'hui, c'est les vrais demandeurs d'asile. On a eu une explosion de la demande d'asile, je parle sous le contrôle de mon voisin, qui en est un spécialiste depuis de nombreuses années, mais une vraie explosion du nombre de demandeurs d'asile qui ne sont pas des vrais demandeurs d'asile. Et c'est ça le sujet. Aujourd'hui, vous avez, pour 2 pays en particulier, les 2e et le 3e pays de provenance, à savoir l'Albanie, par exemple, est-ce que les Albanais sont des vrais demandeurs d'asile? Bon, il va falloir qu'on nous dise que c'est des pays dits sûrs. Non, ce ne sont pas des demandeurs d'asile. J'ai eu, et Pierre-Henri le sait, à en connaître, ce sont aujourd'hui des filières de trafic parfaitement organisées. Et donc, c'est tout à fait autre chose. Quand vous avez, dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile, l'Albanais qui est débouté, qui repart, mais qui laisse les clés de la Mercedes à l'autre Albanais qui arrive avec le trafiquant, je peux vous dire les endroits, je les ai vus, on les connaît, c'est un vrai sujet. Et quand on se concentre sur les vrais Albanais, le délai de carence pour l'Afghan qui a traversé la moitié du monde à pied dans des conditions horribles, bah lui, il faut quand même avoir un peu de décence. Alors, Marie Guévenoux, comment on fait? Non, mais le débat sur le vrai demandeur d'asile, c'est pas prédictif, ça se reconnaît pas à sa tête. Il faut bien instruire un dossier, il faut bien qu'il accède à défendre son dossier à l'OFPRA. Alors après, il y a les listes de pays sûrs qui ont permis de faire en sorte qu'on avait des procédures accélérées, mais on peut pas décider qu'il y a un vrai et un faux demandeur d'asile avant même d'avoir instruit le dossier. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi je suis d'accord avec le sénateur Lecomte sur un sujet, c'est que oui, c'est logique de faire en sorte qu'il y ait un délai de carence qui soit aligné sur le fait que les Français hors de France, quand ils reviennent sur le territoire national, ont un délai de carence de 3 mois pour avoir accès aux soins, ce qui est également le cas dans la proposition que l'on ferait des demandeurs d'asile. Petite précision quand même utile, c'est que dans cette période des 3 mois, où un demandeur d'asile demanderait l'asile et attendrait ce délai de carence, tous les soins urgents sont bien sûr pris en charge, bien sûr. Non, juste pour qu'on soit bien clair. Et que toute situation médicale dont on estimerait, même pas d'urgence, dont on estimerait que la gravité, si elle n'était pas prise en charge, que la gravité nécesserait des soins d'urgence ensuite, là aussi ferait l'objet d'une dérogation. Ouais, vous nous dites qu'il n'y a pas une politique inhumaine non plus. Mais bien sûr que non. Oui, alors vraiment, s'attaquer à un dispositif de prévention et de santé publique
Et pour moi, une mesure de peu d'intelligence, de peu de justice et de peu de justification. Soyons clairs. Vous ne demandez pas les papiers à la tuberculose, à la gale, à la frontière. Et donc, dès lors, et moi, je ne sais pas, les travailleurs sociaux ne savent pas faire la différence, a priori, entre une bronchite, une pneumonie. Et donc, s'il faut attendre 3 mois pour avoir le diagnostic, eh bien, je vous prédis qu'il y aura beaucoup de monde sur les urgences hospitalières qui me semblent déjà dans un état assez problématique. Et d'autre part, aller justifier cette mesure d'attaque à un dispositif de santé publique en disant il y a de la fraude. Et en prenant l'exemple des Albanais et des Géorgiens, qui représentent 10% de la demande d'asile, c'est vraiment se tromper de combat. Parce que s'il y a des réseaux mafieux qui amènent des gens sur le territoire... S'il y a des gens, mais laissez-moi terminer, s'il y a des gens qui amènent, des réseaux mafieux qui amènent des Albanais et des Géorgiens sur le territoire, eh bien, il faut s'attaquer à ces réseaux mafieux avec les outils appropriés. Et l'outil approprié, c'est sans doute pas d'aller s'attaquer à un dispositif de santé publique. Et comme le sénateur Lecomte le rappelait par ailleurs, je rappelle qu'il y a des dispositifs qui font que, en réalité, la situation médicale du demandeur d'asile fait partie intégrante de la demande d'asile et de la justification de la demande d'asile pour les persécutions subies dans le pays d'origine. On va attendre 3 mois pour faire ça? C'est inapplicable. C'est inapplicable. En réalité, on ne fait aucune économie, mais c'est la loi, pardonnez-moi, de l'emmerdement maximum. Hervé Lebras. L'argument qui est donné, que vous avez donné, qui est celui du délai de carence pour les expatriés, c'est, à mon avis, un argument illusoire, parce que la plupart des expatriés, je vérifiais dans ma poche, ont une carte vitale. Donc, qu'est-ce qui va vérifier qu'ils sont résidents ou non une fois qu'ils ont mis leur carte vitale? Ils ont accès au soin tout de suite. Et je connais un grand nombre de cas où ces expatriés reviennent justement pour se soigner, parce que quand vous êtes expatrié aux États-Unis, ça coûte extrêmement cher de se faire soigner. Donc si on veut faire des économies, c'est de ce côté-là. Mais en même temps, on a un problème qu'on oublie toujours. On a un problème, et qui est lié d'ailleurs à ces problèmes souvent dans le genre de goulot d'étranglement, c'est qu'il y a une forte émigration française. La différence entre le nombre de Français qui quittent la France en une année, l'année dernière, et ceux qui reviennent, les expatriés, c'est 130 000 personnes. 130 000, c'est beaucoup. C'est à peu près 1/7 d'une génération. Et ceux qui partent sont souvent des gens qualifiés. On ne le sait pas vraiment. C'est entre les deux. Il y a aussi toute migration est sélective. Il ne faut pas l'oublier à différents niveaux. Tout de même sur ce point que vous avez abordé, Pierre-Henri, et vous aussi, Jérôme Bacher, sur l'aide médicale d'État, Agnès Buzyn a justifié la mesure la semaine dernière sur Public Sénat, sur ce même plateau. Et la ministre de la Santé pointe effectivement ce sujet. Elle parle d'une AME parfois dévoyée, aide médicale d'État. Nous avons l'impression, et c'est la question qui est travaillée, que ce système est dévoyé et qu'il y a certaines filières qui viennent de personnes qui demandent l'asile uniquement pour se faire soigner via l'accessibilité à l'assurance maladie. Ce sont notamment des personnes qui demandent l'asile alors qu'ils habitent dans des pays sûrs. Alors, est-ce si infondé que cela? Moi, je vais quand même vous donner l'information du Figaro de cet après-midi qui dit avoir eu accès à l'enquête commandée par le gouvernement à l'Inspection générale des affaires sociales. Et voilà ce que dirait le rapport, d'après nos confrères du Figaro, je le cite. Les atypies les plus nettes concernent les accouchements, l'insuffisance rénale chronique, les cancers et les maladies du sang. Elles renforcent de façon convaincante l'hypothèse d'une migration pour soins qui n'est clairement pas un phénomène marginal. Et ce rapport met même comme priorité la lutte contre l'abus et la fraude. Alors je vous ferai réagir dans un instant, Pierre-Henri, mais peut-être Marie Guévenoux, pour vous ça existe, c'est un vrai sujet. Mais oui, oui, il y a de l'abus et de la fraude. Après, moi, je n'ai pas lu non plus le rapport fait par l'Inspection générale des finances et l'IGAS, mais il va être consultable dès ce soir, donc ce sera possible à chacun de se faire une opinion. Mais oui, ça existe. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est que on a
un pays avec une forte demande d'asile, en hausse à 123 000 demandes. Oui, non, mais c'est vrai, c'est réel. Désolé. En pays de rebond au sein de l'Union européenne, on est aussi le premier pays en termes de rebond d'immigration intérieure dans l'espace européen. Il y a effectivement des abus et des fraudes. Je ne dis pas que c'est majoritaire, je ne dis pas que c'est l'ensemble des cas, mais il y a de l'abus et de la fraude. Je crois que si la volonté qui est la nôtre, c'est quoi? C'est d'essayer de régler un certain nombre de problèmes, de démontrer qu'on est en capacité de contrôler un maximum de choses, parce que si on ne le fait pas, c'est le système même du droit d'asile, c'est le système même de l'AME qui est menacé. Qui va s'écrouler. C'est exactement ça. Et ça, c'est vraiment la volonté qui est la nôtre. Il faut bien comprendre que c'est ça qui se joue. C'est pas un petit dispositif, une petite mesure. C'est l'ensemble de ce qu'on considère être les principes de notre République auxquels nous, personnellement, nous tenons. Et on ne fait pas remettre en cause. Oui, bien, nous sommes tout aussi attachés que vous aux principes de notre République. Et je voudrais vous rappeler que l'aide médicale d'État, c'est 0,5% des dépenses d'assurance maladie. Et que tous les rapports qui sont sortis jusqu'à ce jour, jusque éventuellement au rapport du Figaro, démontrent que l'aide médicale d'État est responsable pour 471 000 euros sur les 271 millions de fraudes qui sont d'abord le fait des professions médicales. Alors, s'il vous plaît, ne vous trompez pas de diagnostic, là encore. Oui, peut-être y a-t-il... Bon, j'ai entendu au mois de septembre. Le mois de septembre, c'était... le thème à la mode, c'était le tourisme médical. C'était les prothèses mammaires que venaient se faire poser un certain nombre de demandeuses d'asile, etc. Et puis on a demandé que l'on documente cet élément, et hop, ça s'est évanoui, il n'y avait plus rien. Non, sans aller jusqu'aux prothèses, qu'il y ait des soins de personnes qui viennent sur le pays. Est venu... Ça remplit les hôpitaux parisiens. Stanislas, patron de la République En Marche. Est venu s'excuser. Oui, les prothèses mammaires peut-être pas, mais que des personnes venant de pays étrangers viennent de réparation à la suite d'un cancer. Et alors, oui, heureusement que nous le faisons. Voilà. Donc, là encore, on se trompe de diagnostic. Ce sont des dispositifs. On ne se trompe pas de diagnostic. Un diagnostic, c'est un diagnostic. On ne se trompe pas de diagnostic. La seule chose que je veux dire, juste, on ne supprime pas l'AME. Non, mais parce que vous avez l'air de, non, mais vous avez l'air de sous-entendre ça. Non, je n'ai pas sous-entendu cela. Je dis que ces mesures sont des mesures pour faire plaisir à une droite identitaire, mais pas du tout. Dans laquelle, d'ailleurs, c'est exprimé dans le journal Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles, c'est exprimé le président de la République. Ça n'est absolument pas ça. C'est juste que c'est. Mais bien sûr que si. C'est juste que vous savez très bien que cette politique publique, elle est malmenée. Elle fait s'ouvrir à la fois les Français, les étrangers, les agents de service de l'État qui sont chargés de l'appliquer, et vous le savez, elle dysfonctionne. Jérôme Bascher. Non, mais attendez, le sujet de la politique migratoire par l'AME me semble un peu, effectivement, illusoire. En revanche, lutter contre les abus, contre les filières, il ne faut pas non plus, M. Henry, nier leur existence. Mais elles existent. Pas leur existence. Très bien, je suis content de vous l'entendre dire, c'est la première fois que je vous l'entends dire. Il nous dit que c'est anecdotique. Ce n'est pas anecdotique. Non, ce n'est pas anecdotique, on verra les chiffres. On sait que dans les hôpitaux parisiens, ça remplit aussi une partie, je le dis très sérieusement, dans les hôpitaux qui ne sont pas forcément les meilleurs, une partie de l'activité, parce qu'il faut remplir les lits, parce qu'on est tarifé à l'activité. Ce sont des réalités, avec des choses très bien organisées. Une fois que l'on a dit ça, est-ce qu'on a résolu le problème du déficit de l'assurance maladie? Je ne crois pas. Et le déficit de l'assurance maladie ne proviendra pas de ce milliard d'euros de l'AME. Je le dis clairement, quand l'État oublie de compenser 3 milliards, 2,9 milliards dans le PLFSS pour 2020. Donc on est de la sécurité sociale. Pensez à nos téléspectateurs, s'il vous plaît. Qu'on commence à examiner au Sénat. Non, c'est pas à la hauteur des enjeux. Le vrai sujet, c'est une vraie politique migratoire. On vient de me parler d'un coup de 30 000 personnes qui est bon gré mal gré, c'est toujours la même chose. On oublie de parler des 90 000 du regroupement familial. On ne nous parle pas des... Mais non, on ne parle de rien. Non, mais soit on parle d'une politique d'immigration, on parle des étudiants
Oui, moi je suis pour qu'ils viennent et qu'ils repartent comme curieusement, je vais aller dans votre sens. Ces sujets, c'est pas une politique migratoire, c'est des mesurettes. On amuse. Et je crains qu'on hystérise le sujet. Et nous, au Sénat, on n'est pas pour hystériser le sujet. On pourrait pour faire des politiques de fond. On est d'accord. On est absolument d'accord. C'est vrai que cette histoire de quotas, elle se résume à quoi? Elle se résume à quelques circulaires administratifs qui permettent d'engager plus facilement dans Saint-Hermétien, dans certaines régions, des personnes. C'est au niveau de la réglementation administrative. Et puis, un petit peu de statistiques qui, à mon avis, servira. Oui, c'est bien, mais enfin, il y a des statistiques plus urgentes. Je pourrais vous en donner la liste. Et puis, sur cette histoire aussi d'AME qui est assez déplaisante, mais c'est peu de choses. Alors qu'il y a des vraies questions, là je suis d'accord avec vous, on ne serait pas d'accord sur quelles sont les vraies questions. Alors, c'est un beau débat. Mais je vais vous donner une vraie question, c'est la question des refusés du droit d'asile. Je pense que c'est une vraie question et je dirais, à l'intérieur de la France, je pense que c'est un problème parce qu'on finit par se demander à quoi sert l'OFPRA, qui fait très bien son travail, s'il y a des refusés qui, la plupart d'entre eux, restent en France. Donc il y a quand même un vrai problème là-dessus. Et ce vrai problème, il faudrait qu'on le prenne à bras-le-corps. Et je crois que là, il me semble qu'il y a un assez vaste consensus sur ce sujet-là. Mais de celui-là, j'en entends pas parler. Marie Guévenoux, qui représente La République En Marche sur ce plateau, qui peut peut-être vous répondre. Absolument. Non, mais... Pour l'idée que ça ne va pas assez loin, en tout cas. C'est l'idée générale. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour l'émission, bien sûr, mais d'abord, la présentation du plan gouvernemental, elle aura lieu demain. Absolument. Donc, vous avez raison. Elle mobilise pas moins de 6 ministres, je crois. C'est la première fois qu'il y a une interministérielle de cette ampleur sur la politique migratoire. Sous Emmanuel Macron, hein. Oui. Parce que j'en ai fait suffisamment sous Nicolas Sarkozy. J'avais en charge le ministère de l'immigration. Écoutez, visiblement, c'est pas la première fois. Allez. Le champion, le champion n'a pas fait suffisamment. On l'écoute. Donc du coup, cette présentation, elle a lieu demain. Il va y avoir une vingtaine de mesures qui vont être présentées et sur des axes en réalité très complètes. Il va y avoir à la fois la dimension internationale, je ne vais pas toutes les énumérer, mais la dimension internationale avec l'aide au développement. Il va y avoir comment on la rend plus stratégique. Il va y avoir la dimension Parce que vous de pensez qu'avec l'aide au l'harmonisation. développement, vous allez limiter les flux migratoires? Je ne vais pas le limiter. C'est l'inverse. Alors non, mais c'est intéressant, pardonnez-moi. On va poursuivre parce que l'aide au développement, on ne peut pas me dire, il y a 5 minutes, en fait, vous avez 2 mesurettes, et puis ensuite, quand on les énumère, on dire, vous pensez que. L'aide au développement, c'est une idée qui a aussi été lancée ce matin par le député LR Guillaume Pelletier. Je voudrais qu'on l'écoute. Lui, il appelle carrément un plan Marshall pour l'aide au développement dans les pays du Sud. On l'écoute, il était sur Europe 1 ce matin. La politique commande de la sagesse, de la mesure et de l'autorité, et de s'attaquer à la cause d'un problème. Quelle est la cause de l'immigration aussi? La misère et la détresse des pays du Sud. À quand un vrai plan Marshall de coopération et de co-développement des pays du Sud? Alors Marie Guévenoux, est-ce que ça peut faire partie des pistes peut-être? Non mais moi, je ne veux pas réagir aux pistes de Guillaume Pelletier. Je vous dis c'est vous qui parlez d'aide au développement, il en parle aussi. Il se trouve que c'est pas Guillaume Pelletier qui en parle, mais c'est le gouvernement qui l'annoncera demain. Donc voilà. Donc le gouvernement demain, il va présenter une politique migratoire ambitieuse, portée encore une fois par 6 ministres, qui va aller de l'action internationale sur l'aide au développement. Et oui, moi je considère qu'on peut la rendre plus stratégique qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc voilà, je pense qu'on peut l'utiliser de façon plus stratégique qu'elle ne l'est aujourd'hui. On va aussi parler d'harmonisation européenne, donc ça va être un enjeu probablement plus long. Le temps européen n'est pas celui national qui est déjà parfois un peu long. On va parler du plein effet de la loi Asile-Immigration qui a été votée l'année dernière. Enfin bref, il y a un certain nombre donc il y a un certain nombre d'axes de travail qui ont été définis par le gouvernement pour faire en sorte que ce soit des mesures réglementaires et législatives qui nous permettent à la fois d'assurer un meilleur contrôle de notre souveraineté et de nos flux migratoires, et en même temps des mesures qui vont peut-être faire sourire Pierre-Henri, qui sont de notre point de vue plus d'ouverture, qui sont plus positives et qui permettent justement d'apporter un autre discours que celui toujours extrêmement négatif sur l'immigration et les étrangers, et le fait de dire qu'en effet les étrangers apportent de la valeur, et c'est le cas par exemple sur l'immigration économique et le premier sujet dont on parlait tout à l'heure sur le fait de mettre des étrangers en situation de pouvoir avoir des contrats sur des métiers en tension. Pierre-Henri, l'aide au développement, c'est une bonne piste?
Vous savez, c'est on n'est plus dans les quotas. C'est une thématique qui a plus de 50 ans. Et quand on ne sait plus quoi dire sur les flux migratoires, on prône une politique de développement avec les pays d'origine, en sachant très bien que, en réalité, le développement, l'aide au développement qui est nécessaire, n'a aucune incidence en termes de limitation des flux. Au contraire, c'est exactement l'inverse. Vous confirmez ? Je confirme. De toute façon, c'est très bizarre de vouloir mettre ensemble la question des migrations et la question de l'aide au développement. Les deux questions sont... C'est faire en sorte qu'ils soient mieux chez eux pour ne pas avoir envie d'aller ailleurs. C'est l'inverse. On le sait très bien. Même le livre de Stephen Smith sur l'Afrique le montre bien. C'est que plus on est diplômé, plus on migre. Donc, d'une certaine manière, c'est en sens inverse. Et d'ailleurs, les migrants qui actuellement arrivent d'Afrique, surtout d'Afrique du Nord, sont des personnes qui ont un gros bagage de diplômes. Actuellement, dans les derniers chiffres, sur le Maghreb, 60% des Maghrébins qui arrivent légalement en France, qui reçoivent une carte de séjour, ont commencé des études universitaires. C'est-à-dire qu'ils ont été au-delà. Mais l'aide au développement, c'est pas forcément faire en sorte que tout le monde soit diplômé. C'est quand même, le développement passe quand même par l'éducation. Et cette éducation est déjà très avancée dans un... Quelques chiffres, par exemple. De vie, je vais vous donner... mais il faut arriver à un certain niveau. Mais si vous regardez, je parlais des Français qui partent à l'étranger. C'est pas les paysans, c'est pas les manœuvres français qui partent à l'étranger, c'est les diplômés. C'est la même chose. Les Marocains qui partent à l'étranger, les Camerounais qui partent à l'étranger. Parce que, si vous voulez, c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui a un diplôme, un bon diplôme, c'est beaucoup plus facile de trouver du travail, d'avoir de l'argent pour migrer. Le vrai sujet, si on revient sur l'immigration, effectivement, il nous reste 30 secondes, c'est plein de fausses idées. L'immigration, c'est toujours la facilité, le café du commerce. Si on étudie un peu les choses sérieusement, c'est ce que vient de dire Hervé Lebras. Donc le sujet, c'est aujourd'hui les problèmes d'intégration. Les Français, ce qu'ils voient, c'est des problèmes d'intégration, de communautarisme. C'est la Seine-Saint-Denis qui est le premier département d'accueil encore aujourd'hui, alors qu'elle n'a plus aucune capacité d'intégration. C'est ça les vrais sujets. La répartition sur l'ensemble du territoire. C'est un problème d'intégration et effectivement de concentration. Et le vrai sujet, c'est l'intégration. C'est un échec de la politique française, hélas, depuis de nombreuses années. Et ce sujet-là, il est sous le tapis. Eh bien, on va s'arrêter là et on en reparlera donc sur Public Sénat. Je vous réinviterai, c'est promis. Merci infiniment en tout cas d'avoir participé à ce grand débat. Demain, 7h30, vous retrouvez Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. L'invité politique sera Aurélien Pradier, député LR du Lot, secrétaire général des Républicains, auteur d'une proposition de loi pour lutter contre les violences faites aux femmes. Très bonne soirée sur Public Sénat. Très beau travail sur l'antenne.